première fois que j'avais un conseil d'administration à Metabetchwan, le CEO, il pensait que je m'étais trompée de place quand je suis arrivée là-bas. Il faut se rappeler que j'avais 24 ans quand j'ai commencé au Fonds de solidarité. J'avais un petit peu moins le look de l'emploi. C'est du sport extrême. Il faut que tu changes 18 fois de cerveau par jour. Ce qui est difficile, c'est de dire oui puis d'être seul. Donc, c'est dans le gris. C'est là qui est notre métier. Je me fais déloger 2 fois sur 3 par des fonds US. NACO a publié une statistique il y a 3 semaines, là, je l'ai trouvée saisissante. Il a publié que 68 des Canadiens startaient des compagnies à l'extérieur du Canada. On a monté un deal pas pareil, puis ça a été mon premier billion. On a fait un exit exceptionnel. Quand on fait des bons exits, on fait du 30x et plus. Là. Donc, quand on release une certaine technologie, ça tue des centaines, des milliers de compagnies d'un coup. Là. Il y a une chose que j'ai appris avec le life science, c'est qu'il y a 2 risques que tu veux pas prendre. Genre? Tu peux pas prendre le risque de cash et le risque de science en même temps. Sinon, t'es mort. Geneviève Tanguay, bienvenue sur Ça se passe. Hey, salut. Comment ça va? Super bien, toi? Ça va bien. Je suis très honoré que tu aies pris du temps pour venir dans notre humble studio puis jaser avec nous autres aujourd'hui. Je pense que tu vas pouvoir me schooler beaucoup sur l'investissement en général puis notre écosystème au Québec d'un point de vue que moi, j'ai moins le pouls sur le VC. Fait que d'avoir du monde avec un parcours comme le tien, c'est assez dope. Fait que merci. Pour ceux qui te connaissent pas déjà, tu veux-tu juste nous dire c'est quoi ton titre, le rôle que tu occupes aujourd'hui? Oui, je suis partner chez Panache Ventures. C'est un fonds en pre-seed qu'on appelle. Donc, c'est eux qui font les premières rondes avec nos fondateurs technologie. C'est un fonds canadien. OK. Puis, ça fait combien de temps que tu es chez Panache? Ça fait 9 mois. 9 mois? Oui. Fait que c'est quand même récent. Mettons, t'es-tu game de me faire un petit elevator pitch de Panache côté... Comment le fonds se positionne versus peut-être d'autres, puis me dropper une couple de chiffres à propos du fonds? Oui. Comme je te dis, Panache, c'est un fonds de 100 millions. Donc, c'est les investisseurs première, deuxième ronde. Quand je nous regarde comparativement, on est un fonds vraiment canadien. Ça veut dire qu'on a des bureaux Vancouver, Toronto, Montréal. Qu'est-ce que ça nous permet, ça? C'est qu'on voit toutes les deals sur 2 ou 3, je te dirais, grands titres. On est un fonds qui est né du FinTech. On est beaucoup en AI. On est tous investis un petit peu dans le secteur de la santé, à l'intersectionnalité du AI. Puis on fait un petit peu aussi de deep tech en security, donc du cyber. On fait aussi des deals comme par exemple Deep Sky. On est avec eux du côté de Fred Lalonde. Donc voilà, on est vraiment un fonds en technologie, puis on se dirige, on se prépare pour le fonds 3. Donc, Panache Venture est né de 500 Startups. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est une initiative sur le West Coast. Donc, c'est une structure qui est très intégrée avec le marché américain. On est né de cette philosophie-là. Donc, on a eu une première preuve de concept avant 2018. Donc, on est techniquement là dans ce métier-là, ça doit faire à peu près 15 ans. Quand même des OGs, ouais. 500 startups, on dirait que ça a popé puis ça a explosé quand j'étais flow puis je commençais en startups là, dans le temps de Snipcart, genre 2015-16. Ouais. Mais c'était le concept, c'était-tu à la YC, c'était-tu plein de cohortes? On dirait que je me rappelle pas full. C'était vraiment un concept, tu le dis bien, c'était haute volumétrie. On prenait beaucoup de bids. Il y en a qui pourraient dire c'était un peu un concept de spray and pray. Là, donc, on faisait beaucoup d'investissements. Puis la théorie, c'était de se dire qu'avec la loi du nombre, on allait convertir dans des bons deals. Donc, c'est vrai que cette approche-là a fait un peu son temps puis est en train de se transformer. OK. Là, pendant l'entrevue, on va parler comme de plein de stades ou de stages d'investissement au Québec. Fait que tu vas pouvoir, comme je disais, me schooler là-dessus, mais il y en a un qui est un peu alien pour moi, là, parce que je suis comme noob là-dedans. C'est tout ce qui est fonds de solidarité dans notre écosystème. Puis pour faire une espèce de jump avec ton parcours, toi, en 2003, t'es rentré au fonds FTQ. D'abord comme conseillère, après ça, directrice du portfolio Private Equity puis VC. Fait que t'as fait genre, basically, 15 ans là-bas? Ouais. C'est quoi la FTQ, là, pour, mettons, des moldus comme moi ou un peu tech comme moi? Ben, tu sais, quand tu regardes au Canada, on est fort sur les fonds institutionnels. Les fonds institutionnels, c'est des fonds qui viennent souvent des fonds de pension. Hein. T'as les Teachers, t'as Homers, le fonds de solidarité, dans le fond. C'est un fonds de pension très important au Québec. Donc, ça vient pas du gouvernement. Hein. Ils lèvent leur cash comment, le fonds de solidarité? C'est avec les REER, tu sais. Quand t'entends leur campagne de REER. Puis pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça puis donner un crédit d'impôt? C'est qu'ils doivent réinvestir 50% de ces montants-là dans les entreprises privées. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes, pour un fonds de pension, c'est quand même une allocation de risque qui est assez importante pour aller 50% de ton actif
en entreprise en direct. C'est pour ça qu'ils sont capables encore aujourd'hui de qualifier un retour d'impôt sur ces REER-là. C'est la façon qu'ils lèvent leur argent. Donc, aujourd'hui, le Fonds de solidarité, c'est un fonds probablement de 20 milliards qui est concentré sur l'économie du Québec, comparativement à la Caisse de dépôt, qui est probablement une dizaine de fois plus grande, mais qui est sur les marchés aujourd'hui internationaux aussi. Donc, le fonds, c'est vraiment une initiative du Québec qui est réinvestie au Québec, mais qui est aujourd'hui dans probablement 500 entreprises du Québec, puis dans je sais pas combien de startups avec ses filiales et ses fonds d'investissement. Puis, cette grosse organisation-là, disons, c'est du funding qu'on peut dire... C'est-tu fair de dire que c'est comme... C'est monsieur, madame, tout le monde qui les fund via leurs placements dans les actionnaires du Fonds de solidarité, c'est des gens comme toi et moi. Donc, c'est majoritairement des travailleurs. À l'époque, c'est né de la culture du travailleur syndical. Il faut comprendre, là, quand le fonds a été mis sur pied, il y avait une crise économique, il y a eu un appel. C'est là que le Fonds de solidarité a été fondé. Puis dans ce temps-là, c'était les travailleurs des usines syndiquées qui mettaient de côté de l'argent puis qui réinvestissaient dans des compagnies. C'est de là que c'est parti. Aujourd'hui, t'as pas besoin d'être syndiqué pour mettre de l'argent au Fonds de solidarité. Donc, ça s'est élargi à monsieur et madame tout le monde, mais tu as raison de penser que c'est nous qui sommes actionnaires du Fonds de solidarité. Puis, le cash, il est investi dans différents véhicules. Ils sont pas tous la même nature, right? Parce qu'il y a des choses que ça va être carrément VC, fait que très risqué, puis d'autres moins. Oui, ben ils ont une gestion de portefeuille à faire. Fait que 50% de leur cash est sur les marchés publics. Fait que là, on n'est pas en investissement privé ici. Ils ont une partie aussi qui est dans des fonds d'investissement, donc ils investissent dans Innovia, ils investissent dans plein de fonds. Ils sont aussi dans aujourd'hui, ils doivent être certainement dans plus de 100 fonds. Et après ça, ils investissent en direct. Puis là, en direct, il y a plusieurs stratégies. Fait qu'en direct, tu peux être late stage, tu peux être, comme tu dis, en private equity. Qu'est-ce que ça veut dire, le private equity? C'est que souvent, ça peut être en dette ou en action, mais c'est dans des compagnies opérantes avec de l'EBITDA. Des fois, on en parle depuis moi, là, dans la startup, on a moins souvent le concept de l'EBITDA, mais en private equity, c'est des compagnies qui opèrent. Et puis, évaluer, dans le fond, le risque de ces compagnies-là, techniquement, ça l'est moins qu'en capital de risque. Donc, ça, on garde ça simple. Les tickets sont souvent plus gros aussi d'investissement. Donc, le Fonds de solidarité à l'époque, là, private equity, 2 à 100 millions, probablement ticket moyen, 20 millions en private equity. Après ça, ils ont un groupe en capital de risque. C'est quoi le groupe de capital de risque? C'est beaucoup des sociétés. On a fait partie, là. Donc, j'ai été dans le secteur private equity 10 ans. Puis j'ai fait vraiment des secteurs très lourdement industriels. Là. Donc, j'ai commencé, par exemple, par la transformation métallique. Fait que, je sais pas si tu sais, là, mais les dossiers de transformation métallique, là, sont pas dans le temps de Montréal. Fait que j'ai passé vraiment plusieurs années à me promener à travers le Québec. Puis le running gag tout le temps, tu le sais, tu viens de Québec. La première fois que j'avais un conseil d'administration à Metabetchwan, puis le CEO, il pensait que je m'étais trompée de place quand je suis arrivée là-bas. Il faut se rappeler que j'avais 24 ans quand j'ai commencé au Fonds de solidarité. J'avais un petit peu moins le look de l'emploi. Et puis la première question qu'on te posait après t'as pensé que tu t'étais trompé de place parce que tu n'avais pas le look de l'emploi, c'était d'assumer que je venais de Montréal. Puis toi, tu le sais, quand tu es en région, tu veux savoir d'où tu viens. C'est la prochaine question que tu as. Puis je vais avouer que de répondre que je venais de Saint-Georges-de-Beauce les déstabilisait. Alors, 2 coups en un. Le troisième, j'avais quand même juste 1 minute pour établir ma crédibilité, mais ça, c'est une autre question. Incroyable. Donc, le capital de risque, c'est vraiment pré-revenu. Donc, il y a une allocation des investissements directs qui vont se faire en technologie, en sciences de la vie. Puis le Fonds de solidarité avait un groupe de capital de risque. Et là, ils vont peut-être mettre un pourcentage de leur allocation plus risqué, mais avec une espérance de rendement qui est plus importante que le private equity. Mais juste pardonne mon ignorance, là, mais parce que je me suis jamais du tout penché sur cette behemoth-là qui est le FTQ, mais genre, tantôt, tu disais, on réinvestit via ce fonds-là dans les compagnies québécoises, mais ils ont aussi, mettons, une partie de leur portefeuille qui est dans du public. Mais ça, c'est marché public at large ou c'est pour des compagnies québécoises qui sont sur le marché public? Non, c'est marché public at large. At large aussi. OK, c'est bon. Solide. Puis, t'as dit manufacturier, qui était ton focus quand t'étais PE et VC, ou quand t'as switché à VC, là, t'as changé d'industrie? Ouais, je fais vraiment le matériel de transport, produits métalliques. J'ai vraiment fait des secteurs très, très industriels. Puis après ça, mais pourquoi j'ai changé, tu sais, dans le fond, au capital de risque? Je suis allée vivre du côté de Boston à Cambridge, à MIT. Durant mon congé de maternité, mon partner a fait un MBA à Sloan, puis là-bas. Puis là, j'ai rencontré, c'était quoi MIT, le transfer tech, l'entrepreneuriat autour de ça. Puis je sais pas si vous savez, là, mais tu sais, je veux dire, MIT, c'est vraiment un des endroits sur la planète les plus impressionnants en termes de structure de capital de risque.
Et là, je sais pas si tu connais Janie Bic, mais aujourd'hui, elle gère le Fonds de solidarité. C'est elle qui est PDG. Moi, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, écoute, Janie, je peux pas revenir en private equity. Il faut que j'aille voir les sciences. Je veux m'intéresser aux technologies. Fait qu'elle m'a pris Janie Bic, si vous la connaissez, c'est une fille d'ambition. Fait que quand on a envie d'essayer des choses, elle te donne du gaz. Donc, elle m'a offert un rôle aux sciences de la vie. Là, faut savoir que c'est le développement de médicaments, c'est les essais cliniques. C'est un métier, là, les sociétés pré-revenus, là, avec plusieurs rondes. C'est là que j'ai appris, dans le fond. Fait que c'était beaucoup avec des groupes qui ont des formations scientifiques. On est dans le développement de médicaments. C'est un métier radicalement différent de ce que j'avais fait au private equity. Mais c'est là où j'ai appris à faire les rondes, à comprendre les privilèges des investisseurs, à faire des syndicats qui sont à l'extérieur. Les syndicats, ça veut dire les investisseurs qui vont investir dans une compagnie, parce qu'en sciences de la vie, c'est jamais des syndicats juste du Québec. C'est toujours des participations, je dirais, qui sortent du Québec à peu près à la deuxième ronde. Parce que les montants, il faut savoir, en sciences de la vie, c'est pas rare qu'on va jouer dans le 20, 50, 100 millions pour développer un médicament. Je prends cette pause-là, mais c'est ces 5 ans-là qui m'ont fait connaître l'univers de la santé puis surtout le capital de risque. Fait que ce qui est insane, c'est que t'as commencé vraiment proche des atomes, genre, t'as commencé creux, right? T'étais pas dans, genre, l'app mobile puis genre, le marketplace. Non, j'ai vu les legacy companies. C'est par là que j'ai commencé. Ouais. Puis là, après ça, t'as monté dans plus de risques avec, mettons, biotech, I guess. Ouais. C'est pas nécessairement biotech. C'est biotech, c'est exact. Ouais, okay. C'est pure play biotech. OK, cool. Puis c'était quoi fait que le capital nécessaire, mettons, pour fonder les business que t'as parlé quand t'étais VC au FTQ, c'était plus élevé que du software? Ah oui, clair. Parce que il y a rien... Tu sais, quand on regarde la taille des rondes, il y a rien de plus gros que le biotech comme ronde canadienne. Mais pas juste les rondes, les sorties. Quand tu regardes l'actualité sur l'investissement au Canada, là, les plus grosses sorties se sont faites historiquement en biotech, en développement de médicaments. C'est pour ça qu'il y a plus de fonds en biotech canadien, parce qu'il y a eu d'enrichissement. Donc, quand on commence à faire des sorties et on fait de l'argent, il se crée des fonds. Fait qu'il y a vraiment une belle structure de fonds en biotech au niveau canadien. C'est quoi le life cycle d'une business d'un? Tu sais, mettons, moi, j'ai comme un bon modèle mental pour une business de software ou genre software plus un peu hardware, parce que j'en ai passé je sais plus combien sur le pod, puis j'en ai eu une petite. C'est quoi le life cycle quand tu développes un médicament, genre? Oui, en général, ils se font... Long? C'est très, très long. Okay. C'est très, 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 très long. Puis on espère que c'est un cycle qui va se raccourcir avec les nouvelles technologies qui arrivent sur le cycle... Bref, on pourra en reparler. Mais oui, ça peut être un cycle de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans. Amener à terme un médicament, ça peut être jusqu'à 1 milliard dans certains cas. Donc, mais souvent, les pharma vont acheter ces actifs-là en phase 2, en phase 3. Donc, plus on va dérisquer le médicament. OK, c'est bon. Ça, c'est des phases de testing? Là, c'est des phases de testing, oui. Donc, les actifs sont achetés avant les revenus. Ah, c'est fucké pareil. Ouais. Parce qu'ils savent que le market est tellement huge. Puis fait que c'est toutes des compagnies pré-revenus. C'est très, très rare qu'on est commercialement au marché, là. Fait que au début, là, tous les millions que tu parlais, c'est pour funder du monde en lab coat qui ont des bonnes idées puis genre des gros brains, genre, basically? Ben, c'est pour funder des scientifiques qui font de la recherche, qui avancent dans des étapes, là. Vois ça comme des étapes, des gates sur le safety, l'efficacité et plein de choses. Puis quand on tombe dans des médicaments, mettons, rares ou des choses pour l'Alzheimer, imagine comment les marchés se structurent. Donc, c'est pas des petits chiffres. Puis c'est binaire. Ça marche ou ça marche pas. Fait il y a une chose que j'ai appris avec le life science, c'est qu'il y a 2 risques que tu veux pas prendre. Genre? Tu peux pas prendre le risque de cash puis le risque de science en même temps. Sinon, t'es mort. Fait qu'il faut que tu fundes bien tes compagnies. C'est pour ça que les syndicats, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ça, tu vois, moi, ça a été un petit peu traduire ça dans le secteur, par exemple, des SaaS, où on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins puis être capable de jouer avec l'élastique. Mais en sciences de la vie, tu veux pas t'amuser parce que quand tu manques de cash, c'est le prochain qui va mettre du cash. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, ta dilution, tes intérêts sont difficiles. Puis il n'y a pas l'équivalent de acquire, genre petit M&A qui est pas un coup de circuit, mais que quand même c'est un peu un win pour les VC et les founders. C'est aussi binaire que le 0. C'est vraiment binaire. Okay. Dans le biotech, oui, ça l'est moins en medtech, ça l'est moins en digital health. Ouais. Donc, mais plus on descend, moins le réglementaire est important. Okay. 15 ans au fond, FTQ. Après ça, tu as fait un switch justement en biotech. Biron, groupe santé? Non, en fin de compte, Biron, groupe santé, puis là, tu vas voir, c'est comme
Tu sais, l'avocat qui a toujours été dans son bureau. Moi, je connaissais rien d'autre que le fonds de solidarité pour l'investissement, puis je rêvais. Je suis pas allée faire une start-up, mais je voulais aller du côté entreprise. Fait que pour moi, c'était de joindre une compagnie dans le secteur de la santé, c'était naturel. Ensuite, puis là, il faut savoir, ça a l'air d'une belle transition, mais moi, j'ai quitté le fonds de solidarité sans rôle pour vivre une transition. Puis c'était la façon pour moi de me forcer à ce changement-là. Ouais. Fait que là, je quitte le fonds de solidarité, j'ai pas d'emploi. Puis finalement, Biron Groupe Santé m'appelle. Ils sont dans le secteur de la santé. Ça, je comprends ça mieux que le développement de médicaments parce que rappelle-toi que je viens pas de ce secteur-là. Je suis pas une scientifique. Donc, être un A-player dans le secteur du développement d'une biotech, je pense pas que j'aurais été leur meilleur choix. Donc, le secteur de la santé, Biron, c'est une compagnie secteur privé. 1200 employés, détenus par une compagnie familiale. Ça, je connaissais ça. Tu sais, je venais du private equity. Fait que pour moi, je comprenais ça. OK. Geneviève Biron voulait faire des acquisitions. Elle voulait augmenter sa position à l'extérieur du Québec. Ben, j'ai dit, moi, je comprends tout ça. Donc, je sais comment on fait des acquisitions. Je sais comment. Mais l'expérience que je voulais gagner, c'était du côté intégration. Fait que c'est pour ça que une fois que tu as acheté des assets, une équipe, whatever, tu comment on veux l'intègre? roll up dans, mettons... C'est ça qui m'intéressait de ce play-là. Puis là, c'est quoi? J'ai noté, dis-moi non si j'ai halluciné ou si mon regard a halluciné. Biogénique, les réseaux MedView, Path Assistance, toutes les affaires que, mettons, le groupe Biron a acheté. Oui. Donc, Biron Groupe Santé avait cette ambition-là de sortir. Donc, on a fait quelques acquisitions, mais c'était des petites acquisitions. OK. Entre l'ambition de départ puis ce qu'on a fait, il y a eu deux mondes. Puis j'essaie de le positionner adéquatement. Un CEO, un fondateur qui veut faire des acquisitions, c'est une chose. Comment ça va se vivre, puis à quelle fréquence ils vont en faire, puis quel genre de taille, puis quel temps il va y mettre à son agenda ou à son board. Donc, je pense que l'ambition de Biron, c'était de sortir de son marché parce qu'il est dominant. Biron est dominant dans ces trois secteurs, dans le laboratoire, dans l'imagerie médicale. Donc, il est vraiment dominant dans son marché ici. Donc, on a fait des acquisitions. Service de santé, maintenant. Oui, exact. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc, Biogénique, c'était le fun parce que c'était plus une acquisition technologique avec Étienne qu'on connaît. Puis là, on s'en allait vraiment plus dans le DNA reading. Donc, ça, c'était plus dans le sens d'une innovation. Mais l'intention de départ avec Biron Groupe Santé, c'était d'acheter d'autres compagnies qui font du lab, qui font de l'imagerie à l'extérieur du Québec. Okay. Ça s'est pas concrétisé pour différentes raisons. Et puis, mais c'était ça l'intention de mon rôle chez Biron Groupe Santé. Mais t'as quand même eu un vrai plongeon dans le corp dev, là. Absolument. Puis tu comprends de l'autre côté comment ça pense un CFO, pourquoi le CTO est si important dans toutes les intégrations, pourquoi tu fais rien sans intégrer tes systèmes, donc comment ça pense les gens d'opération, là tu es sur le floor avec les gens, donc ça te fait voir tout le séquencement de l'intégration d'une acquisition et ça c'est vraiment intéressant parce que quand on vient du côté de la start-up puis qu'on parle M&A ou acquisition, partenariat, on est capable d'avoir une discussion avec nos fondateurs pour dire OK, mais en réalité, là, avec qui tu vas parler à l'intérieur de cette compagnie-là, puis c'est quoi leur considération? Parce qu'ils peuvent aimer ton produit, mais l'interlocuteur qui va l'acheter, c'est pas le même. Puis le decision-making en arrière est pas du tout celui que tu penses. Donc, nous, en tout cas, moi, ça m'aide en termes de bagage de parler de ça avec nos jeunes fondateurs qui vont vivre leur premier partenariat ou qui vont faire une preuve de concept avec Biron, par exemple. J'ai une autre question de noob. J'ai juste ça, les questions de noob. Non, mais mettons, là, toi, il y a plein de founders à qui tu parles, tu vas voir, tu vas parler, whatever. T'évalues un peu, I guess, l'équipe, le grit, le industry knowledge de ce monde-là. Puis là, ils ont comme un prototype ou, ben non, un napkin ou un slide deck. Quand t'es dans cette discussion-là, là, y a-t-il une place dans ta tête où t'es déjà en train, mettons, de spinner des scénarios d'exit, genre ce qu'on vient de dire? Ou genre, t'es comme super agnostique, tu t'en fous, t'essayes de te piner tout de suite. OK, ouais, je vois un chemin, mettons, de ROI là-dessus. Genre. Donc, la réponse, c'est oui, parce que ce que j'essaie de voir, dans le fond, à Reverse Engineering, c'est why now is relevant. OK. Puis, c'est quelle industrie qui vit ce pain point-là? Puis, est-ce que quand ma technologie dans laquelle je vais investir va arriver, on va être prêt? Puis, en général, où on se trompe, c'est qu'on arrive 2 ans trop tard, 2 ans trop tôt. OK. Fait qu'on manque de cash parce qu'on n'a pas de traction, puis on est en train d'éduquer le marché, puis notre innovation. Donc, cette réflexion-là, pour moi, de l'acquéreur, mais j'ai envie de te dire plus sur qu'est-ce qui drive son intention, son appétit, sur quoi il va convertir, pourquoi on va être sticky avec lui, m'amène à la question inverse de dire pourquoi est-ce que la personne en face de moi, 2 choses. 1, pourquoi, c'est quoi son background qui fait qu'elle tackle cette question-là and why is she obsessed by it? Parce qu'honnêtement, il faut que tu sois complètement obsédé
T'es d'accord avec ça? Tu stand by it? Parce que c'est un pattern que plein de monde me dit, genre, si les founders sont pas obsédés, les meilleurs founders sont obsédés, obsession, ça revient. On dirait qu'il y a une partie de moi qui voudrait croire que tu peux être genre healthy, balanced, whatever. Quand je dis obsédé, ça veut pas dire que t'es unbalanced. OK? Fait qu'on pourra discuter. Ouais. Mais il y a d'où vient cette intention-là quand je rencontre une équipe ou une personne, je dis, qu'est-ce qui fait que tu veux consacrer ce temps-là versus ta valeur au marché? Mm-hmm. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es meilleur que la moyenne pour comprendre le problème? Parce que tu peux être bon pour mettre en place une technologie, mais quand tu comprends pas la dynamique de ce pain point-là ou du marché, quand je te dis « why is that person is obsessed by it », ça veut dire que sa capacité d'itération, de pivot, puis tu le sais ce que ça prend, le parcours entrepreneurial, faut vraiment que tu sois convaincu, entêté et obsédé par une question pour penser que tu vas être dans le top 1% ou 5% des gens qui vont réussir à se démarquer. Donc, pour moi, l'obsession vient pas nécessairement avec un requis. C'est vrai que dans le parcours entrepreneurial, au début, il y a un ça crée par définition un manque de balance. Fait que ça, on le sait, c'est pas ça qu'on exprime. Donc, je vais revenir à ta question initiale parce que moi, je peux ouvrir des parenthèses. Je vais être une fois là-dessus. Ouais, mais moi, tout, ça m'intéresse. Alors, l'acquéreur, pourquoi j'y pense? Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la personne devant, puis après ça, ce qu'elle est en train de mettre en place, on a-tu un fair chance d'arriver à la fenêtre au bon moment? Ouais. Puis c'est pas simple. C'est pas simple. Mais on dirait que je me dis, tu sais, les VC, pour être capable de faire des calls sur les bons VC, les gens, pour être capable de faire des calls sur des personnes, founding team, mettons, puis des problèmes, puis des timings de marché, il faut genre que ça soit des érudits, là, genre, tu sais, on dirait que c'est genre éternel étudiant de genre les mouvances macroéconomiques ou telle industrie, telles innovations. Puis je me dis, honnêtement, la majorité des VC, ils doivent pas être dans une tour d'ivoire en train de se gaver de knowledge puis tout le temps rencontrer du monde. Il y en a qui doivent juste, I guess, pogner une thèse qui vient de plus haut ou de quelqu'un de peut-être plus smart, plus informé qu'eux autres, faire genre, OK, ça, cette thèse-là makes sense, I'm gonna run with it. Puis juste, la question que j'essaie de poser, c'est comment tu fais pour être bon à ça, tu sais, à genre choisir des personnes puis genre timer des markets versus des problèmes? Tu réalises-tu comment c'est difficile? Alors moi, j'admets en toute humilité là, que c'est bien plus facile de faire du private equity que faire du pre-seed. C'est empirique, le private equity. Oui, puis t'as moins de choses à te backer. Moi, j'ai envie de te dire, il faut que tu admettes qu'il faut qu'il y ait une équation de chance dans l'alignement de tout ça. Fair enough, ouais. OK? Ouais. Puis, il y a assez de thèses. Tu sais, quand tu rencontres des fonds aux États-Unis, ils sont au fond 13. OK? Fait que là, t'es en train de lever ton fonds 13, ton fonds 9, ton fonds 7. Ils sont plus courts, les fonds US, qu'ici au Québec. Mais ce que je veux dire, c'est que nos fonds ici au Québec, on commence à avoir des fonds 3, 4, c'est bon, mettons majoritairement. Donc, la raison pourquoi je te dis ça, c'est que c'est possible aujourd'hui de dire, OK, je vais aller regarder les thèses. Ce que je veux dire, c'est que c'est un métier qui existe depuis longtemps. Puis tu as raison que toi puis moi, on se part un fonds. Ben, on va regarder la DNA, la culture, mais on va regarder une coupe de thèses, puis on va se dire, ben, c'est quoi la thèse en fonction de ce qu'on veut faire? Mais tu sais, si on est intelligent, on va essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis après ça, comme gestionnaire de fonds, comme moi je fais, je peux avoir été chanceux sur un fonds, mais les LP qui sont là à long terme, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui fait que t'es pas juste chanceux. Mm-hmm. Est-ce que tu es bon à gagner un deal pour te mettre dans quelque chose de très, très compétitif parce que t'es bon dans les relations? T'es-tu bon à créer un peu de valeur entre ce moment-là puis ta sortie? Est-ce que tu es excellent pour aider des sorties? Tu vas être rarement bon sur les trois, mais dans ta capacité de créer de la valeur, OK, il appelle ça de Value Creation Platform, là, si on dit ça de façon intelligente et éloquente, mais j'admets que quand on réussit, on dit souvent, tu sais, là, c'est facile d'expliquer pourquoi c'est le résultat de notre intelligence, OK? Puis nous autres, on est assez bons là-dessus. Par contre, ça prend... Fait que c'est pour ça que le concept de diversification dans ce qu'on fait, OK? Tu peux pas aller en capital de risque, à part Diagramme, qui est à plus petite échelle. Puis eux autres, ils ont été bons parce que leur thèse, ça commence par le besoin de l'entreprise, puis ils descendent une technologie, puis après ça, ils forment une équipe, OK? Fait que ça, c'est leur modèle, ça fonctionne bien. Ils ont d'excellents rendements. Très contente de cette équipe-là. Par ailleurs, quand tu vas dans des modèles un petit peu plus larges, comme par exemple, j'allais dire Prashant, c'est mon partner, mais Panache, ben si tu veux jouer en pre-seed, il y a comme descendre en bas de 40, 50 investissements, ça commence à être
petit pour être capable de prendre des bêtes, former certains pôles. Exact. Parce qu'il y a dans la nature, il faut qu'il y ait une conversion. Puis moi, ma job, après d'avoir pensé que j'ai choisi le meilleur joueur pour faire ma première ronde, c'est d'observer si je veux doubler dans ma prochaine en fonction de l'itération du funder puis de sa capacité ou de sa chance. C'est-tu souvent que tu fais comme, OK, ils sont rendus, mettons, à leur seed ou leur A, je double down, je continue de suivre, ou la majorité du temps, tu sors? Si tu es un bon... OK, fait que sur 10 deals. OK, donc c'est moins la majorité qu'on double down. OK? Ça veut dire qu'il y a une plus grande majorité qui va échouer. Et puis ça, c'est normal. OK? Donc ça veut dire échouer, ça veut dire 0, tu vas récupérer 0.5x, 1x son cash. C'est pas comme ça qu'on va faire un fonds, tu le sais. Après ça, dans 4 cas ou 5 cas sur 10, par exemple, ben notre job à moi, c'est de mettre des plus gros chèques dans la prochaine ronde. J'ai envie de te dire, là où on devient un bon fonds ou un fonds expérimenté ou mature ou qui commence, un gestionnaire de fonds à son 3e fonds, là, on va parler généralement, il devrait diriger ses rondes. Ça veut dire quoi, diriger ses rondes? Ça veut dire que c'est toi qui prends une décision en premier pour déposer un term sheet. Lead, là? Oui, ça veut dire un lead. C'est bon. Pourquoi c'est important? Parce que c'est facile en investissement de suivre, dire non ou dire oui. Moi, là, je suis capable de suivre Innovia, là, je peux te construire ça en 24 heures, c'est très facile, puis je suis capable de dire non à journée longue. Ce qui est difficile, c'est de dire oui puis d'être seul. Donc, c'est dans le gris. C'est là qui est notre métier. Alors, pour moi, un fonds qui a de la maturité ou qui se dirige au bon endroit, comment il fait pour réussir? D'abord, il est capable de conduire ses positions. Ça veut dire qu'il est capable de bâtir sa conviction. Oui, il peut se servir des autres, mais essentiellement tout seul. Ça veut dire qu'il est capable de prendre des... Puis là, je te parle de mon expérience. On est capable de prendre des décisions d'investissement, puis là, ça va aller à l'encontre de ce que peut-être les gens pensent, mais pas dans le consensus, nécessairement. Fait qu'on est capable d'être en accord, d'être en désaccord. OK? Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'il y a des fonds qui vont vouloir que les 4 partners soient d'accord avec la décision d'investissement, par exemple. Les general partners, là, qui run le fonds, pas les LPs, là. Non, parce que les LPs, ils nous donnent une structure de gouvernance mais nous, nos décisions sont à partner level. On a un comité d'investissement, les décisions se prennent le lundi. Puis j'ai envie de te dire que certains fonds vont être montés où ils vont dire, par exemple, il faut que l'unanimité des partners. Si t'en as 2, c'est 2 personnes, si t'en as 4. Mais ça varie de fonds en fonds. Ah oui, ils sont pas tous pareils. Le nombre de GP. Oui, puis comment ils structurer leurs décisions d'investissement. Toi, c'est quoi? Moi, c'est 2 partners donc, tous les lundis. Donc, on prend nos décisions sur... Bien, c'est parce que le fonds 2, moi, je suis pas encore... Donc là, je vais te donner une nuance. Là. Donc, moi, j'arrive chez Panache dans le fonds 2, mais je vais investir, moi, mon cash dans le fonds 3. Fait que c'est dans 9 mois. Okay. Donc, je peux pas prendre des décisions d'investissement alors que j'ai pas pris mon cash. C'est juste cohérent, ça. OK? Fait que dans le fonds 3, Geneviève, elle va avoir un vote. Techniquement, mes partenaires m'écoutent déjà parce que j'ai une certaine crédibilité ou expérience. Donc, on discute à tous les lundis de ces deals-là ensemble. OK? Fair. Donc, si je reviens, c'était quoi déjà, tu me disais? Ben là, on est dans les parenthèses de parenthèses, puis c'est ça qui est cool, mais dans le fond, on était en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait un bon VC, une bonne VC. C'est ça. Ouais. Mais là, je poursuis sur cette idée-là. Ce que je veux dire, c'est que les meilleurs deals d'investissement sont rarement pris dans un consensus. Puis là, moi, je pense qu'on a des bonnes dynamiques, puis qu'on commence à créer des bonnes décisions. C'est quand on dit, moi, on arrive à être en accord, d'être en désaccord, puis on prend une décision sur un deal. Puis si tu regardes, si on refaisait l'analyse là, de paper, de Lightspeed, peu importe, je peux te garantir que c'était pas des deals d'unanimité. OK? Puis dans cette anomalisation-là, c'est là où se sont pris les meilleures décisions d'investissement qui ont construit les meilleures bêtes d'investissement. Fait que t'admets, avec un peu d'humilité, là, qu'il y a eu un petit facteur de chance à l'intérieur de ça. Mais dans les pratiques, pour reconnaître un fonds qui commence à gagner un peu de rythme, 1, il devrait diriger ses positions. 2, il est capable de faire un chèque pour ses convictions. 3, il faut qu'il soit capable de prendre des décisions dans le gris avec la non-convergence. Fait que là, on commence à aller en quelque part. C'est trop cool. Ça m'intéresse. C'est la première fois qu'on me le présente comme ça, mais ça fait du sens parce que si tout le monde est d'accord, ça veut quasiment dire que c'est pas assez risqué pour avoir un outsized return ou que c'est trop obvious puis qu'il va y avoir tellement de compétition. Ou, c'est pour revenir à ton truc initial où tu disais, Geneviève,
Comment tu fais pour prendre des décisions? Est-ce que c'est évident partout? Est-ce que le marché te pointe là? Est-ce que tu le sais que dans 4 ans, il va arriver? Est-ce que l'équipe a une lecture si évidente qu'ils ont réussi 4 fois? Puis non. On est en absence de signaux, puis on doit prendre une décision. Donc, si tu veux faire ma job, il faut que tu sois bien dans l'intangible, parce que tu pourras pas être factor-based, tu pourras pas être supporté par des tendances. Mais j'ai envie de te dire, il faut même prendre des décisions contre les tendances actuelles. Quand tu es en pre-seed, je parle. All right, folks. Petit shout-out maison. Le 10 septembre, chez WorkLeap à Montréal, on débarque pour la SaaSpass Conf édition 2. 250 builders puis founders en tech au Québec qui bâtissent en eau trouble ensemble. On va avoir du fun. Il y a des keynotes de feu, un podcast live, une compétition de pitch, le pitch party, puis un after party avec un bar open. Tout est inclus dans ton billet. Les early birds sont déjà toutes parties. Il reste des billets, mais ça part vite. Tu peux aller chercher le tien sur conf.saaspass.com. Puis profite-en pour checker la brand qu'on a faite un peu custom puis le fun. On a fait des posters custom pour chaque sponsor. All right, j'ai hâte de tous vous voir là-bas. Cheers, back au pod. Mais l'autre affaire vraiment cool que tu me dis, que c'est comme la première fois que je flash là-dessus, puis encore une fois, c'est parce que je suis pas dans le monde pantoute du VC, mais c'est pas juste, mettons, un outlook psychologique, philosophique de je catch quelle personne, quel problème, quel market vont fitter. C'est aussi qu'est-ce qui fait un bon ou une bonne VC, c'est aussi un skill bien plus pratico-pratique, social, charisme, de genre, hey, quand il faut rentrer dans une round, genre, ou lead une round, puis saisir un win founder, puis prendre le deal en premier, ça, c'est on dirait que c'est plus tangible comme skill, tu comprends-tu? C'est moins genre Nostradamus, genre prophète, puis sortir, genre aider à faire une sortie. On dirait que c'est 2 skills très, très mécaniques qui fit avec le life cycle, mettons, d'un fonds. Puis fundraising. Puis, ouais, ben ça, c'est aller dire à du monde avec plein d'argent, hey, donne-moi un peu de ton plein d'argent. Ouais. Non, fair enough. Bon point. T'as bien compris? Ouais? Ouais. OK, je suis content. Je suis prêt pour lancer mon fonds de VC. Ça se passe, ça se pesos. Cool. On fait un switch de gear, là. On change de vitesse. T'as fait un bon bout dans le réseau. En fait, t'as été la première femme CEO d'Ange Québec, qui est un gros réseau d'investisseurs privés au Canada. Je sais pas si mes chiffres sont encore bons, mais c'est plus de 200 membres. Il y a eu plus de 120 millions qui ont été investis, 200 compagnies en portfolio. Je vais essayer d'expliquer c'est quoi Ange Québec, tu vas me dire si je me trompe, OK? Vas-y. Ange Québec, c'est un regroupement de personnes qui ont un certain appétit pour le risque et l'innovation, puis qui disent, OK, on va se mettre dans une organisation ensemble, puis on va prendre notre argent personnel qu'on a fait comme entrepreneur ou comme investisseur ou juste chanceux, puis on va voir un paquet de founders passer, puis on va faire des gageurs sur ce monde-là pour les aider early stage, quand ils commencent. Fait que c'est comme... c'est comme ça que je l'explique. Ça fait-tu du sens? C'est très bien expliqué. OK, cool. Là, par exemple, toi, t'as pas juste travaillé sur Ange Québec, t'as aussi travaillé sur AQC. AQC, comme Serge me dirait, puis il a dit à la conférence quand il était là, puis tout, AQC Capital, c'est différent de Ange Québec. Exact. AQC Capital, c'est un fonds d'investissement en capital de risque qui est... Là, c'est là que j'oublie tout le temps, genre. Il est supporté, genre, un des LP, c'est le gros groupe Ange Québec, c'est tout ça? Pas vraiment. OK, explique-moi, s'il te plaît. Donc, quand tu es un fondateur, tu arrives à la porte Ange Québec et AQC, parce qu'on est dans les mês bureaux. Puis à l'espace... Oui, à l'espace CDPQ. Tu as 2 possibilités qui vont t'arriver. Hein? Donc, si tu as un match, là, parce que ça prend un match, donc tu peux recevoir un investissement des Anges, puis tu peux aussi recevoir un investissement d'AQC. Ce qui veut dire qu'on a 2 effets de levier. On peut aller avec l'investissement privé ou on peut aller avec AQC Capital. Là où les 2 thèses ou les 2 groupes, il y a comme un mix entre les deux, c'est AQC a été mis sur pied pour co-investir avec les Anges. Ce qui veut dire que ça lui prend 4 Anges pour qualifier son deal. Donc, lui, c'est LP, donc ceux qui financent le fonds AQC. Il y a l'EMI qui est un grand LP, mais c'est tous des institutionnels ou des banques. Il y a quelques anges, mais c'est pas un fonds d'ange du tout, là. Donc, ce qui est intéressant, puis je pense que c'est pas important, c'est quand je suis arrivée là avec Serge, on a vraiment réfléchi à nouveau ce groupe-là, puis ça disait, OK, l'entrepreneur, quand il vient chez nous, il va faire un processus d'investissement dans lequel il va avoir les anges, mais il va aussi y avoir AQC, qui fait qu'à la fin, il va recevoir un term sheet. Des fois, AQC est là, des fois, il n'est pas là. Souvent, il n'est pas là. Ils ont des thèses différentes, ils veulent des choses différentes. On pourra parler, c'est quoi la nuance entre des anges, mais tu sais, je vais te donner un exemple. Peut-être
peut-être que AQC Capital a déjà fait 2 deals en medtech, puis il veut pas en rajouter dans son portefeuille, alors que les anges veulent en faire 3 par année. Donc, quand je t'ai dit leurs objectifs, la composition de leur portefeuille, rappelle-toi que les anges, ils ont leur propre thèse d'investissement. Fait que c'est vrai qu'ils investissent en groupe, mais le fonds se comportera pas toujours de la même façon. Par contre, quand un entrepreneur va chez Ange Québec puis chez AQC, nous, je pense que ce qu'on a voulu faire, c'est leur faire vivre un processus qui est intégré. C'est vrai qu'AQC va faire plus de vérification de diligence sur des bouts, mais les anges vont en bénéficier. Alors, l'idée pour nous, c'est que l'entrepreneur puisse recevoir un term sheet puis que ça soit le plus simple possible pour lui. T'es-tu game qu'on en parle un peu de ton passage comme CEO chez Ange Québec? Ouais. Je vais te dire de quoi, puis si ça te gosse... Je les ai toutes entendues, les perceptions. C'est bon. Ben, je pense que justement, t'avais pas le mandat le plus facile, parce que du côté founder, mettons... Historiquement, mettons, je pense que il y a eu des misses, des wins certainement, mais des misses aussi par rapport au genre de fit, avec quel genre d'ange investisseur. Complètement. Comprenait ou pas ma business, me mettait peut-être pas des bâtons dans les roues, mais beaucoup de charges, mettons, administratives, beaucoup de demandes en termes de gouvernance, d'oversight sur ma business, tout ça. Ou peut-être un peu déconnecté de la tech, cet investisseur-là, whatever. Ça, c'est toutes des... Là, je te fais une espèce de marmite de commentaires que moi, j'ai entendu. Pourtant, je sais que c'est un rolling fund dans la mesure où les anges come and go, right? Il y en a qui arrêtent d'investir, il y en a des nouveaux qui arrivent. Puis pour avoir vu un paquet de nouveaux visages, puis visages, tu sais, je sais qu'il y a du monde fucking savvy vraiment sharp là-dedans. T'as-tu trouvé ça tough, gérer un peu une espèce de rebrand, renforcer le positionnement? Alors, moi, j'aime les rôles où il y a vraiment une bonne crise à gérer ou une forte croissance, fait que ça va. Wartime. Quand je suis arrivée chez Ange Québec, c'était vraiment dans un mandat donné par le conseil d'administration d'un repositionnement important. Fait qu'on est... Moi, ce que j'ai aimé là-bas, c'est de dire, OK, moi, je voyais des entreprises qui sortaient d'Ange Québec, des entrepreneurs qui l'avaient eu difficile, des cap tables qu'on dit un peu désorganisés, des term sheets qui sont trop investor friendly qu'on appelle. Fait que c'est un brand, tu sais, François qui avait monté ça avait quand même bâti quelque chose de bien, mais c'est un brand qui avait été vraiment magané dans les 2 dernières années. Puis on avait un fonds qui était le fonds AQC1 qui avait été parti. Serge et moi, quand on est arrivé, le fonds était déjà terminé, le fonds numéro 1. Puis on avait aussi cette possibilité-là de monter quelque chose de différent pour le fonds 2, d'aller voir nos LP ensemble, puis de dire, on pense qu'on sait quoi faire avec cette institution-là. Donc, quand je suis arrivée chez Ange Québec, moi, j'ai été nommée, le PDG avait déjà quitté, puis j'ai pris pas 9 mois, là, mais mettons 6 mois à rencontrer des fondateurs, OK, puis à comprendre. Puis j'ai réalisé que, d'abord, les deals qu'on nous présentait, c'était probablement des deals, puis là, c'est un langage plus d'investisseurs, là, mais on voyait les mauvais deals. OK, intéressant. Donc, de façon chronique, ce qui veut dire qu'on n'était pas capable, avec qui on était, d'avoir des deals qui étaient compétitifs, attractifs, avec des fondateurs. Donc, pourquoi on en était là? OK? Fait que là, on s'est intéressé à les écouter, à comprendre, à rencontrer tous ceux-là qui sont jamais venus nous voir pour réaliser que il y avait 2 choses. C'est que, 1, quand tu commençais chez Ange Québec, tu savais pas ce qui t'attendait. Puis 2, quand tu avais un term sheet, ben, il était très, très, très investor-friendly, qui fait que c'était vraiment pas compétitif, c'était au désavantage du fondateur. Donc, on s'est assis, nous, puis le conseil d'administration, juste te donner un petit peu l'idée là, de la transformation, là, mais quand je suis arrivée chez Ange Québec, on avait un board, je sais pas moi, de 12 personnes, toutes des investisseurs. Puis là, on s'est dit, OK, si on veut redevenir agile, puis on veut parler un langage avec nos entrepreneurs, il va falloir que ce soit un entrepreneur qui dirige notre board. Fait que ça, c'était assez nouveau là, comme concept pour eux. Donc, je suis allée voir c'était qui nos investisseurs les plus actifs. On en parlera tantôt, mais avec Mike Sigalski, il y avait Fred Bastien, il y avait plein de gens comme ça. Puis c'est là que j'ai demandé à Fred Bastien, qui était sorti de sa compagnie, qui était devenu un ange actif, qu'aujourd'hui a parti le fonds Amiral, de me faire confiance puis de prendre la présidence d'Ange Québec. Je sais pas si tu le sais, là, mais ça, c'est un gros leap of faith là, quand tu es au début de ta transformation, de t'associer comme entrepreneur. Mais j'ai dit à Fred Bastien, si on le fait pas, puis si on renverse pas ça, ben je pourrais pas laisser au Québec un leg d'un groupe d'investisseurs privés qui marche. Il y a plein de choses qu'on a changées pour que ça fonctionne dans la recette. Je pense pas que c'est important qu'on les nomme tous. Mais disons qu'à la fin, on avait un term sheet qui était très équilibré. On s'est assis avec les co-investisseurs avec qui on faisait le plus de deals, puis on leur a dit pourquoi ils co-investiraient jamais avec nous autres. Fait qu'on a fait nos devoirs. On a aussi changé la composition de nos membres. On a fait beaucoup de choses parce que
quand tu laisses tes membres se comporter, on est toujours aussi bon que le moins bon de notre gang. Changer la composition de nos membres, juste entre toi et moi, ça veut dire certains revoir le ciao, profil, bye. puis les mettre dehors quand ils se comportent pas de la bonne façon. Puis pour moi, un ange qui se comporte pas de la bonne façon, c'est qu'il s'éloigne des valeurs. Puis c'est correct dans une dynamique post-investissement ou durant le processus d'investissement, de s'écarter. Puis quand j'ai une conversation avec toi, parce que je sais ce qui est best practice, tu peux te recalibrer, mais quand tu te comportes comme un électron libre, puis tu t'apparentes plus à un groupe, puis tu fais référence juste à ton droit d'actionnaire, tu peux plus être d'une dynamique de groupe. Donc, il y a eu des évolutions sur qui on cherchait. On a mis des gens dehors aussi. Puis je le dis pas de façon dans l'ego, c'est parce que c'était fondamental de vivre un repositionnement qui était complet. Donc, on a beaucoup travaillé à c'est quoi les motivations, c'est quoi les comportements, c'est quoi nos processus d'investissement. On a réduit, au lieu de présenter 60 deals par année, on en présentait 24. Mais on en closait 18-20, donc on était beaucoup plus avancé dans le processus. Ouais. Fait que puis on a parti le fond 2 avec Serge. Fait qu'on a... Je pense qu'on a essayé de laisser un groupe plus en santé. Aujourd'hui, c'est Marc-Antoine Quentin qui gère ça, un ange de Québec, que tu devrais recevoir et rencontrer. Puis honnêtement, ça marche bien. Puis Ange Québec, c'est un groupe qui investit à peu près 20 millions par année. C'est l'équivalent d'un fonds, donc c'est cool. Ouais, c'est très cool. Puis c'est important qu'on ait un groupe d'anges qui marche. Après ça n'enlève pas qu'il y a des anges partout à travers le Québec qui font des deals sans Ange Québec. Là. Ouais, plus Un n'empêche pas l'autre. Là. Exact. Il me semble qu'il y en avait un autre qu'on m'avait parlé. Y en a-tu d'autres groupes structurés d'anges? Pas comme ça. Pas Pas à ce scale-là. Non. Des petits, peut-être, par exemple. Ouais, genre mais des petits syndicats, ou comment t'appelles ça? Ouais, tu sais, comme tu as eu Angel of Money avec François Arbour, avec Jean-François Tidley. Donc, mais tu sais, quand ils ont fait 10 ou 12 ou 15 deals, à un moment donné, moi, j'appelle ça la scalability, ça devient difficile à gérer. Ouais. Donc, en général, c'est une initiative qui en reste là. Comment ça marche? Mettons qu'il faut que tu aies un minimum de capital accessible de net worth pour rentrer comme ange. Oui, il y a des conditions pour qualifier un investisseur. Puis après ça, un investisseur qui n'investit pas chez nous, mettons que je dis chez nous quand j'étais là, mais tu sais, si ton membership, c'est 5 000 par année, au-delà de l'éducation que tu reçois puis des opportunités qu'on te présente, il faut que tu en tires quelque chose. Donc, je pense que l'idée, tu sais, les tickets minimum, c'est 25 000. Il y en a qui investissent 1 million par année. Il y en a qui investissent 100 000 par année. Il y en a qui prennent une pause. C'est très variable. OK. Puis eux, dans le fond, ils ont quoi? Un genre de Slack, une subscription à un email qui leur dit voici le deal flow, ça vous tente de rencontrer ce monde-là? Oui, mais maintenant, quand je suis arrivée, on n'avait rien, mais aujourd'hui, on a des plateformes dans lesquelles les deals sont présentés, les vérifications diligentes sont structurées. Donc, il y a toute une plateforme d'interaction entre l'investisseur puis l'équipe de Ange Québec qui s'est professionnalisée en investissement avec le temps. Très cool. Puis là, juste pour clarté, AQC Capital peut décider d'investir sans avoir l'approbation d'Ange Québec. Absolument. Right? Absolument. Et l'inverse. Ouais. Super. Je veux dire, il y a eu du progrès, clairement. Est-ce que tu es fier de ton passage là-bas? Vraiment. Oui. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as dit genre, all right, ciao, bye, je m'ouvre dans quelque chose? Moi, c'est Spencer Stewart qui m'a appelé pour ce rôle-là, puis je m'en allais pas là. Puis je me suis questionnée, je dis, OK, Ange Québec, tu sais, je m'en allais dans un fonds d'investissement. C'est une structure, tu sais, tu l'as dit tantôt, c'est qu'est-ce que tu as aimé, ça a été quoi les défis? Moi, je suis habituée de faire partie d'une structure d'investissement où je contrôle la décision d'investissement, le processus, la thèse. Donc, pour moi, c'est bien que j'ai eu beaucoup de plaisir chez Ange Québec. C'est une thèse sur laquelle, tu sais, tu as 200 personnes qui investissent avec toi. C'est pas ta décision d'investissement. Puis moi, je le savais que j'avais dit au conseil d'administration quand j'ai pris le rôle, j'ai dit, je vais venir, on va retourner ça de bord, on va partir un deuxième fonds, mais je vais vous redonner dans 3 ans. Fait que eux autres, ils étaient confortables avec ça. J'ai presque fait 5 ans. Mais c'est déjà compris. 1 an avant mon départ, on a préparé ça ensemble, puis après ça, il est arrivé d'autres choses. Ouais. Après ça, est-ce que c'est Mike Segelski directement qui t'a dit yo, viens donc faire un tour chez Panache? Parle-moi de la transition. Mais Mike, juste pour dire comment je l'ai rencontré, c'est que quand tu arrives dans un groupe d'investisseurs, tu veux rencontrer des 5 investisseurs qui investissent le plus. C'est comme quand tu veux rencontrer tes clients, non? C'est ça que tu ferais. Fait que Mike Segelski, c'était un des investisseurs les plus actifs. Mike, tu sais, est dans un nombre record. Tu sais, je regarde, tu sais, normalement, un investisseur va investir, mettons, en capital de risque, là, tu sais, 5 10 quand je regarde des François Arbaud, des Dan Robichaud, des Mike Segelski, c'est tous des gens qui ont une allocation en capital de risque très, très, très élevée. OK? C'est des gens qui ont ce désir-là, sont très investis. Donc, Mike en fait partie. Combien, maintenant?
Ah, ils peuvent aller à 40 de leur thèse, à 50 60 juste de leur ça, je comprends. portefeuille. De leur net worth ou genre. Probablement, oui. Tu sais, j'ai pas leur chiffre, mais c'est vraiment On leur important. demandera pour mettre ça dans les show notes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui vont prendre une trajectoire en capital de risque dans des fonds ou en direct qui est le double, le triple de la norme. Là. Ouais. Donc, il y en a de ces gens-là. Puis je Ils les mettent nomme leur argent parce dans que... leur bouche est, comme on dit en anglais. Là. Ben vraiment, ils ont ce désir-là de construire. C'est un sport extrême qu'ils aiment. Ils veulent avoir cette exposure-là, puis c'est pas par erreur qu'ils sont là. Donc, Mike Sigelski en est un. Puis moi, je l'ai rencontré chez Ange Québec. Donc, quand j'ai quitté mon rôle chez Ange Québec, parce que moi, je fais toujours ça comme ça. Je termine mes rôles, j'accepte pas de job. Je prends idéalement une période de transition de 6 mois. Je repars complètement de la page blanche. Je sais jamais quelle va être ma prochaine étape. Fait que, tu sais, tantôt, tu me parlais de mon parcours. Mon parcours, je l'ai pas réfléchi comme ça. Je l'ai vécu comme ça. Donc, quand je décide, moi, que je veux retourner travailler, ben, je me lève le 1er février, puis je me dis, ben là, je vais appeler le monde. Moi, j'attends pas qu'il y ait un job d'affiché. Fait que j'appelle du fonds de solidarité jusqu'au fonds d'investissement que je connais, là, jusqu'à Panache, puis je leur dis, ben, moi, lundi, dans un mois, je me cherche un job, puis I'm on. Puis c'est toujours le 1er février que tu fais ça. Non, des fois, je fais ça le 1er juin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, Puis, ben, ça m'impressionne, ça, quand même, on dirait. Je trouve que c'est genre un testament ou un signal de ton appréciation du risque, ta tolérance au risque, right? Ouais. Je sais pas si c'est un bon read. Ouais, c'est un bon read. C'est cool, je trouve. C'est un bon read. Fait Puis que, là, dans cette outreach-là. Dans ce outreach-là, j'ai eu 3 offres, puis il y a 3 personnes qui ont voulu me confier des rôles. Puis Tu peux me dire c'était quoi les autres offres? Ben non. Ah, alors c'est correct. Mais il y a deux fonds d'investissement. Puis tu sais, je m'attendais pas à j'avais pas anticipé de revenir à l'investissement nécessairement. Ça aurait pu être un rôle en leadership, une organisation d'économie. Là, je suis revenue à l'investissement, mais plutôt en pre-seed. Ça non plus, je l'avais pas anticipé. Que t'avais jamais. Ben, parce qu'Ange Québec puis AQC Capital, c'est un joueur vraiment, vraiment, je dirais, dominant en seed. En seed, t'as généralement quand même une certaine traction commerciale, ton produit est lancé. Panache, là, c'est un joueur. Quand je dis un joueur de pre-seed, là, c'est que c'est vraiment premier chèque, souvent pré-revenu, pré-produit. C'est vraiment dans leur DNA de comment ils prennent des décisions, la vélocité, qu'est-ce qu'ils regardent sur un deal, comment ils se comportent. C'est vraiment un joueur de pre-seed. Fait que, puis pourquoi? Tu sais, dans le fond, si tu regardes Panache, c'est Mike Sigelski à l'Est qui a vendu sa compagnie, Pat Lower dans l'Ouest qui a vendu sa compagnie. Ils ont réinvesti dans un nombre important de compagnies, eux-mêmes comme Ange, puis éventuellement, ils se sont dit, on part notre fonds. Donc, rappelle-toi, là, 2015, tu pars un fonds canadien en pre-seed, il n'y en avait pas beaucoup, là. Donc, c'est 2 entrepreneurs qui ont parti ça. Puis les gars, tu sais, je le dis comme ça, ils étaient cow-boys là, quand ils ont parti la première initiative de Panache Venture. C'était un brand qui n'était pas connu. Aujourd'hui, si tu vas dans n'importe quelle initiative, tu demanderas au fondateur qui connaît Panache Venture sur le marché canadien, c'est 90% des mains qui se lèvent. C'est juste 2 fonds et demi. C'est quand même fascinant ce qu'ils ont fait. Tu sais, je le dis parce que ça fait juste 9 mois que je suis là. Donc, fait que c'est né de 2 entrepreneurs. C'est ça, Panache. Ça a été pensé par 2 funders pour faire des chèques à des funders. Donc, la culture aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des LP institutionnels, c'est vrai qu'il y en a 200, c'est vrai qu'on a 2 ou 3 fonds, mais la DNA est très, 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 très entrepreneurial-driven. Mais ça prend des gens comme moi qui ont plus des parcours de gestionnaire de fonds pour équilibrer tout ça. Je veux qu'on fasse un détour. Tu as mentionné, mettons, c'est plus pure pre-seed, mettons, Panache. Ouais. Mais là, toi, avec le parcours que tu as eu, tu as comme vu presque, basically, toute la stack là, d'investissement, tous les cycles. Tous les cycles, tous les rounds. Puis, j'essaie de voir c'est où qu'il y a des gaps dans le grand portrait paysage de l'investissement au Québec. C'est-tu... De ce que il me semble qu'on m'a déjà parlé que Serie A, ça a commencé à bugger. Ou exact. Genre... T'as le bon read. Oui. Fait que, à part ça, mettons, c'est où qu'on est bien servi, moins bien servi? T'as-tu, toi, un take là-dessus sur n'importe quel de ces stades, là? Je sais jamais donc, contrairement à ce que beaucoup pensent ou disent, moi, je suis d'avis qu'on a suffisamment de fonds au Québec. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, quand Panache s'est fait le 2e, là, en 2022, il y a 11 fonds cette année qui vont retourner en refinancement. 11 fonds, c'est beaucoup, là, en termes de volume. Puis, tu le sais, au Québec, on est chanceux parce que puis après ça, il y a des forces, il y a des limites à ce modèle-là. On est financé majoritairement par le gouvernement du Québec, ce qui veut dire qu'il y a un nombre important de fonds qui ont vu le jour avec
la présence du MEU ou DQ, on peut l'appeler, peu importe, c'est pas important, du gouvernement du Québec. Donc, pour moi, à mon avis, un nombre suffisant, puis là, je te parle bien sur le Québec, suffisant de fonds pour adresser... Juste pour être clair, un nombre suffisant de firmes, mettons? De capital disponible. Ah, de cash tout court? Oui, le nombre de fonds, de cash disponible pour le nombre d'opportunités puis le deal flow qu'il y a. Okay? Parce que ça prend une adéquation entre le funnel. Puis là, je te parle du capital de risque. Il y a des gens qui vont nous écouter. Puis le capital de risque, c'est un minuscule passage de financement comparativement aux autres options de financement. Okay. Fait que on pourra en parler, là, mais moi, c'est une des discussions que j'ai à peu près avec tous mes funders. Première question, au-delà de why they want to tackle this and why are they obsessed by that? Je veux comprendre pourquoi ils pensent que le capital de risque, c'est la bonne track pour eux. Uh-huh. OK? Puis ça, c'est une petite track, le capital de risque. Donc, c'est pour ça que ceux qui nous écoutent, il y en a qui peuvent être choqués de ne pas avoir assez accès au financement. Puis ça, c'est une discussion qui est plus large. Mais sur le capital de risque, avec le nombre de compagnies en tech qu'on produit au Québec, il y a, à mon avis, suffisamment de fonds existants. Donc, il y en a qui vont retourner en financement pour des fonds 2, 3, 4, mais on a des fonds spécialisés, on a des fonds généralistes, on a des fonds qui descendent en pre-seed. T'as Wildstar qui est rendu... Quand on dit full stack, là, c'est qu'ils font pre-seed jusqu'à série C. Uh-huh. Innovia, donc, tu sais, on commence à être bien couvert. T'as raison. Moi, là, c'est là où je te rejoins. Puis c'est pas juste une situation qui est au Québec. Mais tu as raison que sur le plan de la série A, la série B, là, il y a eu un gap. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des fonds de grande taille. OK? Donc, on a des fonds, c'est intéressant, mais il faudrait des fonds de plus grande taille. Fait que pour avoir une taille critique, tu sais, c'est le même principe que d'avoir une business. C'est le fun d'avoir un fonds, par exemple, tu sais, Frédéric Bastien serait ici puis te parlerait de du premier close du fonds amiral. C'est intéressant, une belle ambition, mais la taille espérée est beaucoup plus grande que ça. Là, on était dans des circonstances ou des contraintes de marché qui nous a amenés à faire des fonds un petit peu plus petits. Uh-huh. Mais je pense que l'idée, c'est d'avoir des fonds de plus grande taille, moins petite taille, d'avoir des joueurs qui sont capables de reprendre les séries A, B ou C, qui viendront pas du US, parce que là, c'est ce qui se passe. Exact. Et la majorité des fonds aujourd'hui sont capables un petit peu de descendre en pre-seed. Peut-être pas assez. Certains diront, il y en a pas assez dans les sciences de la vie, pas assez... Moi, je pense que globalement, on est bien servi en termes de cash, de nombre de fonds au Québec. Mais pour mettre un addendum à ce statement-là, tu dirais par contre, sauf quand on arrive en série A, B. Oui, vraiment, on a une absence. Puis là, je pense que c'est la taille des fonds aussi. All right, folks. Petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié Ça se passe. Si ta facture AWS te surprend chaque mois, on a quelque chose pour toi. Unicorn, c'est une équipe KEB certifiée AWS qui t'accompagne dans ton infra cloud. En plus, ils ont bâti Stable, leur propre SaaS, pour réduire et prédire tes coûts en temps réel. Les gens en DevOps puis en FinOps qui l'utilisent capotent. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Écoute aussi l'épisode 126 avec Éric Pinet, leur cofondateur. OK? De retour au pod. Mais c'est vrai qu'à part Innovia, Wildstar, qui peut faire des chèques de série A qui sont conséquents B et C sur le marché. Après ça, il y a des fonds à l'extérieur du Québec qui viennent. Il ne faut pas penser... Fait que ça, je te dirais, c'est un défaut là, de notre localisation, c'est de penser que les fonds de Toronto ne viennent pas sur le marché du Québec, ce qui est faux. Donc, il n'y a pas juste... Mais tu as raison que cette question-là, elle est canadienne. Puis il y a un débat, là, actuellement, ceux qui suivent un peu l'actualité, là, il y a un programme là, qui émerge du gouvernement fédéral qui va mettre une enveloppe de 750 millions. Puis tu as CVC qui dit ça devrait le prendre dans le late stage, dans les séries A+. Puis tu as le NACO, qui est plus le groupe des anges et les fonds Early Manager, qui disent non, ça prend ça pour les anges et les fonds. Donc, il y a un débat d'idées actuellement. Dans tous les cas, il y a un constat, c'est sûr que dans le late stage, mais maintenant, 750 millions, c'est assez pour des fonds late stage. Je te dirais qu'un fonds de late stage commence à avoir une masse critique. Ça devrait être un fonds de 300 millions et plus, là, tu sais, voire 500. Donc, tu vois la réponse indirecte. Dans notre call de prep, puis sur LinkedIn, je crois, tu as mentionné un recul significatif de l'appétit ou juste de l'intention entrepreneuriale au Québec post-COVID. Ouais. As-tu des chiffres? Pourquoi c'est arrivé? Parle-moi un peu de ça. Oui, c'est une bonne... Nous, c'est nos chiffres. Hein. Chez Panache Venture, on suit... Tu sais, dans le fond, nous, on offre le capital, mais on doit suivre la demande, tu sais. Donc,
Puis, fait qu'on a développé 4 ou 5 outils qui nous permettent. Donc, nous, on présente un rapport sur l'offre de start-up canadien. Il se met à jour à toutes les années en Q3. Fait que là, les datas que j'ai, c'est avec le premier semestre 2025. Puis, en général, ben, c'est parce que j'ai hâte d'avoir le deuxième semestre 2025 parce que je veux voir la tendance. Mais je veux te dire, puis là, je vais te parler de chiffres, mais tous les fonds, si tu leur parles de façon honnête, là, puis moi, je suis à l'espace CDPQ, puis les conversations honnêtes de corridor, je les ai, ont ressenti le recul du nombre d'opportunités puis de qualité d'opportunités de start-up. Puis pourquoi? Ben, pourquoi au Québec plus qu'ailleurs, quand on regarde les chiffres de ce rapport-là, puis pourtant en Ontario, ça s'est bien passé du côté de l'Ouest, puis regarde les chiffres aussi par rapport à l'investissement du CVC, OK? Parce que la start-up en tech suit aussi un peu l'investissement. Pour la première fois, moi, en 25 ans, j'ai vu que l'Ontario dominait, le Québec a reculé, puis le Québec était l'équivalent de l'Ouest, ce qui n'est jamais arrivé. Parce qu'en général, le Québec était presque dominant, l'Ontario en numéro 2, l'Ouest à la remorque sur le marché de l'investissement. OK? Puis là, le marché de l'investissement, tu veux dire le cash qui est déployé? Oui, le nombre de startups? le cash qui est déployé. Okay, un est lié à l'autre. Il faut comprendre que le nombre de startups créées, le cash qui est déployé. Donc, il y a eu une contraction du cash déployé au Québec. Ça, c'est vrai. Il y a aussi eu une contraction du nombre de startups. Puis tu as raison que si tu t'assois, moi, j'ai été au conseil d'administration du Santec, mais de la main de plein d'initiatives. Bien, l'entrepreneuriat, là, c'est une question de relation. Puis quand les jeunes sont pas allés au Santec pendant 2 ans de temps ou 1 an et demi de temps, moi, je me rappelle, je suis au conseil du Santec, puis le nombre de cohortes là, en accélération, là, on les a slicés en 2 pendant 1 an et demi. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir, j'invente, 5 cohortes, on en avait 2. Donc, les gens venaient pas en présentiel. Après ça, fait qu'il y a eu une décélération. Puis là, je te parle pas de l'intention entrepreneuriale généralisée au Québec, là, qui était déjà en recul. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de panache pour nous dire ça. C'est un autre stade plus grosse, mais plus macro. Puis on sait que les jeunes sont la source. Moi, je m'intéresse à la source des jeunes. Donc, j'ai un zoom-in vraiment sur la start-up en technologie. Puis c'est vrai que celle-là, dans le cadre de la COVID, a reculé, mais c'est plus vrai au Québec qu'ailleurs. Puis ça, le pourquoi, j'ai pas j'ai pas exactement toutes les nuances, mais c'est une réalité. Fait que ce qui s'est passé sur le marché du Québec, c'est qu'on s'est retrouvé avec plus de fonds, moins de start-up. Fait que qu'est-ce que ça a créé pour l'année 2025? C'est qu'il y a beaucoup de fonds qui ont demandé une extension. Ça veut dire quoi? Moi, j'avais jamais vu ça. Ça veut dire que on demande à nos LP 1 année de plus pour déployer notre cash. Tu vas dire, ben voyons donc, il me semble que tu devrais avoir assez d'opportunités, mais c'est un signe. Ouais. En quelque part, on a demandé plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on veut pas déployer juste pour déployer. On veut trouver les bonnes opportunités. Donc, c'est clairement le signal de ça. Alors, soit qu'il y a eu un peu trop de capital, soit il n'y a pas eu assez de demandes au niveau de la start-up. Mais quand une grande partie des fonds font une extension, c'est un signal important. Tu vois-tu une différence entre... Parce que là, Panache, c'est à l'échelle du Canada? Oui. Tu vois-tu une différence psychologique ou d'attitude, appelle ça comme tu veux, entre les founders Keb d'ici versus ailleurs dans le Canada? Puis on peut zoomer sur, mettons, l'Ouest ou le East Coast, whatever, mais juste comme... Je suis curieux. Oui, donc... Sur l'Ouest, ils sont rapides pour faire la passerelle du côté US. Donc, ça, j'ai envie de dire que fundraiser pour aller aux US, traverser la frontière pour aller du côté US, il y a plus de... il y a plus d'intersectionnalité sur le marché du West Coast qu'il y en a sur l'Est Coast dans notre esprit de vente, de fundraiser ou même de changer de juridiction. OK? Fait que ça, c'est vrai sur le côté Ouest. On le sait par d'où on vient, puis c'est peut-être moins vrai à Montréal, mais il y a quand même beaucoup de fondateurs au niveau linguistique. Leur capacité, si tu parles à Steve Desjarlais, je ne sais pas si tu connais Steve Desjarlais, c'est un gars de Montréal. En tout cas, j'assume qu'il est de Montréal, qui a fondé Heyday, qui a vendu il y a peut-être 4 ou 5 ans. Exact. Puis lui, là, son mission, si tu parles à Steve aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les fondateurs principalement sur une question. Elle les préparait à faire des pitchs à Toronto et à New York. Puis lui, il s'est trouvé désavantagé comme personne à Montréal francophone d'arriver avec un pitch pour faire face, être sharp, 2, avoir la bonne intonation. Puis c'est comme si cette barrière-là linguistique, lui avait nuit, puis il veut pas que ça se représente. Donc, je te donne certaines nuances qui sont vraies dans le marché. Mais sinon, je pense qu'ils se ressemblent tous. Je pense qu'ils ont la même DNA. OK, fair enough.
Puis, fait que tu dirais pas, mettons, le niveau d'ambition de risk-taking est plus fort géographiquement? Non. Ou du moins pas avec ton dataset? Non. Ou ton symbole. OK. Non. J'essayais de voir s'il n'y avait pas on peut pas starter du beef avec Saskatchewan. Le marché du seed au Canada en 2026, c'est quoi le state of play? Genre, toi, tu compétitionnes. C'est qui tes. Je sais pas si tu veux les mentionner tout court ou pas, mais genre, tu compétitionnes avec d'autres fonds canadiens seed ou plus ça, c'est intéressant. Donc, c'est plus pre-seed, toi, ouais. Ben, nous, on est pre-seed seed parce qu'il faut que tu comprennes que j'investis tout le temps en seed parce que je suis dans la première ronde, je suis souvent dans la deuxième aussi. Donc, quand tu regardes mes chiffres, je suis probablement, je sais pas, moi, 55 pre-seed, 45 seed. Fait que je suis dans les deux mondes. La réalité, c'est que les chiffres 2026 sont trop tôt. Hein. On a juste 4 mois de fait. Fait que si on regarde 2025, parce que tous nos chiffres finissent à 31 décembre, je parle de l'industrie. Moi, assez surprenamment, je compétitionne pas tant avec les fonds canadiens qu'avec les fonds américains. OK. Puis je me fais déloger 2 fois sur 3 par des fonds US. Ah ouais. Donc, notre compétition, c'est 2 choses qu'on vit chez Panache. C'est perdre nos équipes qui traversent la frontière ou obtenir un financement d'un term sheet qui n'est pas nous. Puis ça, littéralement, excuse-moi, traverser la frontière, c'est pas juste pour fundraiser. Non. Ils s'incorporent aussi aux States? Oui, régulièrement. Fait que ça, puis NACO a publié une statistique il y a 3 semaines, là, je l'ai trouvée saisissante. Il a publié que 68 des Canadiens startaient des compagnies à l'extérieur du Canada. OK. Là, je ne sais pas comment ils ont benchmarké leurs chiffres. Là. Moi, je t'aurais dit peut-être 30 Ouais. 68 j'ai trouvé ça élevé. Je ne sais pas si... Fait que, tu sais, laissons la statistique de côté. Le message est le même. Ouais. Puis la réalité, moi, sur le terrain, je la vois. Des équipes qui ont été formées dans des milieux universitaires ou qui ont été exposées à des boîtes canadiennes exceptionnelles qui vont faire le choix de ne pas conserver la compagnie ici. Fait que moi, Panache, c'est vrai que... au Québec, tu vois, les 20 dernières transactions, j'avais vu 19. Puis il y en a une que j'ai malheureusement perdue. Puis c'est correct, ça fait partie de la game. Mais en général, la compétition qu'on a est plus sur ces 2 facteurs-là. Puis une autre question de noob, mais quand tu perds un deal peut-être à un fonds seed ou pre-seed US, Ouais. Est-ce que c'est des fonds qui sont géographiquement quand même proches de la frontière ou ça peut être Californie? Ils sont presque tous sur le West Coast, à part en santé qui sont beaucoup à Boston. Oui, OK. En général, la majorité sont sur l'Ouest. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de founders qui font ça. Sûrement, genre, mettons, j'essaie de freestyler le capital gains, right? Fait que je pense que si tu exit ou whatever aux States, tu gardes plus de cash dans tes poches. J'ai pas l'impression que c'est leur première motivation. Non. Peut-être pas leur première, c'en est une. Ouais. Sinon, juste comme il y a plus de monde. Je suis plus sexy là-bas. Il y a plus de monde qui vont vouloir me dater parce qu'il y a juste plus d'offres de VC. Ouais. Plus d'appétit du risque. Ça va peut-être être moins lourd. Je vais peut-être pouvoir genre jouer un VC contre l'autre. Parce que j'en connais des founders. Tu nommes les bonnes choses. Donc, dans le fond, tu sais, je pense qu'on le voit, là, c'est... On peut agir sur... Admettons, tu sais, on est en train d'agir sur l'offre de capital. Puis, tu sais, tu vois plein de nouvelles, là, tu sais, au niveau fédéral, là, ils vont mettre des fonds, ils veulent aider telle affaire, puis t'entends tout ça. Mais là, ça, c'est une partie de l'équation. Là, après ça, c'est... Puis, tu sais, tantôt, on a parlé de triathlon, là, mais là, on entre dans un sport de triathlon. C'est-à-dire que on peut pas faire bouger... Juste pour être clair, t'as parlé de triathlon. Ouais. On n'a pas ensemble parlé de nos triathlons. T'as parlé de tes triathlons. Moi, je fais pas de triathlon. Donc, Continue. on peut faire bouger notre temps de nage, mais il faut rentrer notre course, puis faut être capable de biker on the way. Donc, l'économie canadienne est en train de se dire, OK, dans le fond, je voudrais plus bêter sur mes funders canadiens. OK, mettre plus de cash en machine, parfait. Mais là, il faut que je vais te donner un exemple, il faut que nos major procurement process, là, nos processus pour que le gouvernement, l'espèce donne des contrats d'envergure à nos compagnies. Il faut que le réglementaire, les procurement process, il y a comme d'autres sports à jouer en parallèle pour que nos fondateurs aient envie de rester. Parce qu'il faut que tu comprennes que quand tu pars ta compagnie sur le marché canadien, puisque le marché est plus... Mettons qu'on règle l'offre de capital. Ouais. Toi puis moi, on a réglé ça, on a fait un... Moi, j'ai vendu ma business. Fait que on met du cash dans la machine, puis on se dit, regarde, au fondateur, là, tu vas être capable de fundraiser pas une ronde d'1 million, une ronde qui a de l'allure. C'est 3 millions, tu vas être capable d'exécuter ça, on te garantit que tu vas le faire. OK, parfait. Mais là, si je commence sur le marché canadien, y a-t-il un marché pour moi ici? Est-ce que je suis capable d'aller valider mon produit?
Mais là, si on n'est pas capable de le valider en milieu hospitalier, là, on n'est pas capable de le valider au gouvernement du Canada, on n'est pas capable de... Fait qu'il faut que c'est pour ça que je reviens au processus de procurement, soit pour l'appétit en intégration d'innovation ou pour intégrer des contrats qui sont plus importants. Mais là, il va falloir changer la donne parce que ça reste que le marché domestique va demeurer difficile pour eux. Puis ils le savent qu'au-delà de fundraiser rapidement, il y a cette question-là. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, c'est comme si au moment de cette histoire-là, dans la complexité où on est, si on veut underwriter le Canada comme risque, ben, il faut faire bouger d'autres éléments d'équation que juste le capital. Pour que nos fondateurs décident de rester ici. Mais c'est un peu ça, Québec Tech, ça fait partie de leur mission, right? C'est un peu, il me semble que Richard me parlait de quelque chose qui ressemblait pas mal à ça. Moi, j'ai jamais entendu un fondateur, jamais. Je suis pas toi, là, qui m'a dit, hey, je fonderai pas une compagnie ici parce que fiscalement, quand je vais faire mon exit, il va me rester 10 % de moins. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça d'un fondateur de ma vie. C'est pas ça la motivation de rester ou pas rester. Non. J'ai pas, c'est pas, non, puis même qu'il y en a plein qui, je veux pas rentrer dans l'espèce de spectre de on taxe dessus trop ou pas, mais il y en a plein qui, regardless du capital gains ou des gains qu'ils font, ils redonnent puis ils veulent réinvestir ici. Absolument. Ils care à propos de builder ici. Puis tu sais, on a des affaires insane là, ici. JD Saint-Martin, il disait, tu sais, man, prenez donc Lightspeed comme exemple, là, genre, on l'a buildé à partir de Montréal. Là, puis c'est quand même débile là, comme play. Fait que... Puis il y a 10 entrepreneurs comme lui qui se réunissent actuellement à Montréal puis qui discutent de pourquoi eux, ils font le choix de rester au Canada. Puis je rencontre plus de fondateurs qui voudraient rester au Canada, peu importe de l'hiver, de l'avantage fiscal, mais c'est sur d'autres vecteurs qu'il faut travailler. Fait que c'est pour ça que je te dis, il y a comme une game de triathlon qui s'installe. Je pense qu'il y a une volonté. Là, on va voir comment on va être capable de le lender. Oui, si tu viens de comprendre l'analogie du triathlon, puis tantôt, je me disais, pourquoi il a parlé de nager? Mais c'est bon. Je veux qu'on parle d'AI. Je veux qu'on parle de toi personnellement un peu aussi, mais avant, j'ai genre de quoi il faut absolument que je double-clique. Tantôt, tu as dit, comme tu le sais, au Québec, tu sais, on est quand même chanceux parce que le gouvernement investit beaucoup dans l'innovation. Ouais. Puis, je voudrais juste challenger sainement ça. Tu sais, mettons, à Québec, là, on a Investissement Québec, Fonds de solidarité, la Caisse, Scale AI, BDC, des crédits d'impôt R&D, des subventions. Le Québec, c'est probablement un des endroits, mettons, je sais pas si je peux dire au monde, mais un des endroits, en tout cas en Amérique du Nord, définitivement, où c'est le plus interventionniste à propos de l'innovation et de la tech. C'est-tu vraiment une bonne chose, tu penses, ou pas? Donc, c'est une question difficile que tu poses. Moi, d'abord, EQ, par exemple, son LP chez nous, le Fonds de solidarité aussi, BDC ne l'a pas. Puis, tu sais, je vais prendre deux cas de figure. Tu sais, BDC lance des initiatives ou des fonds quand ils sentent que la structure du marché peut pas se passer adéquatement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont rentrés en Defense Tech. Donc, ils vont prendre ces genres d'initiatives-là, ils vont le faire. C'est un pli qui est fédéral. Sur le marché du Québec, par exemple, EQ ou le MEI, là, les deux, c'est le gouvernement du Québec, ils ont été plus interventionnistes. Tu as absolument raison. Ce qui veut dire qu'une grande partie des fonds qui sont créés, je parle bien des fonds de capital de risque, on va retrouver comme actionnaires. Dans notre cas, c'est pas le cas parce qu'on est Canadien, fait que le voix du gouvernement du Québec est vraiment faible. Tu sais, c'est plus en bas de 10 %, mais il y a des fonds que ça peut être 30, 40, 50 % de leurs fonds. Quand même. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a restarté un moment critique dans l'histoire. C'est pour ça que c'est important, là, on va parler de où on est dans le cycle, mais on a redéployé la structure des fonds. Ça, c'est très, très bien. On l'a restarté à un moment de notre histoire où il fallait aller chercher des gestionnaires émergents, il fallait pousser certains fonds à se spécialiser, puis je pense qu'ils ont eu le bon rôle. Maintenant, ça peut pas rester une structure comme les accélérateurs incubateurs qui sont financés. Tu sais ce que ça amène, la gratuité, ça amène l'inefficacité. Donc, si tu es un accélérateur, un incubateur qui prend un petit pourcentage d'options ou d'actions, mais qui amène une grande contribution, puis qui, quand va vivre un exit, est capable d'engager des gens exceptionnels autour de toi, mais il y a comme une création de valeur qui se crée autour de ça. Un cercle vertueux, oui. OK. Puis la majorité des modèles en Europe, aux États-Unis, sont réfléchis comme ça parce que le gouvernement n'interventionne pas. Ouais. Donc, ceux qui font en bas de la performance ne survivent pas. Bon, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Revenons à la question des fonds. Là, ce qu'il faudrait à cette étape-ci, c'est qu'il y ait davantage... Moi, je les appelle ça les corporate ventures. Donc, par exemple, TELUS Venture en fait, son LP chez nous. Lightspeed en fait, Deloitte Venture en fait, mais il faut un nombre plus important d'LP non gouvernemental au-delà des anges, OK, puis des family office qui rentrent dans le venture. Donc, c'est correct que le gouvernement prenne une partie des risques, mais ça, je pense, dans l'évolution de notre histoire, de la composition des fonds, ça va être fondamental. Puis j'ai envie d'ajouter peut-être
un dernier élément de réflexion parce qu'il est réel. Puis même les gens d'IQ puis d'MEI réfléchissent à ça. Puis ils sont au courant de ça. C'est-à-dire que on a la fibre nationaliste canadienne, ce qui est très bien aux Québécoises. On veut que notre argent contribue pour notre localité, ce qui est bien. Mais si on veut construire des fonds d'envergure, de performance mondiale, comme Novacap, par exemple, mais il y en a d'autres, il va falloir permettre à ces fonds-là de déployer le capital au meilleur endroit où ils jugent le plus. Donc, ça peut vouloir dire à l'extérieur du Québec, ça peut vouloir dire à l'extérieur du Canada. Puis on sait que pour amener ces fonds-là à réussir, il y a quand même un ingrédient de diversification. Donc, moi, je dirais que le point de vigilance, d'avoir souvent beaucoup de gouvernements autour de nos compositions de fonds, c'est que parfois, puis c'est normal, là, dans leur considération, ils veulent des retombées ici, puis c'est tout à fait logique. Oui. Mais si on veut construire cette génération-là de fonds performants, il va falloir se questionner par rapport à quel niveau ils doivent faire partie de la composition de nos fonds. All right, folks. Un petit shout-out aux chiffres partenaires certifiés SaaSpass. Le chiffre, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont accompagné des SaaS bootstrapped, financés, et même plusieurs qui ont exit. Fiscalité, prévision financière, planification, name it, sont là pour alléger ta charge mentale puis t'aider à prendre des meilleures décisions. Moi, je suis client, autant perso qu'avec mes 2 business, puis je suis plus que satisfait. Même chose pour plein de founders qui sont venus sur le pod. Check them out sur saspass.com/partenaire avec un S. L'épisode 146 avec Thomas-Louis Lafleur, leur co-founder, c'est un incontournable. OK? De retour au pod. T'as touché là-dessus, fait qu'on va en parler vite, là, mais on est passé de genre, roughly 85 à 20 incubateurs accélérateurs au Québec dans les dernières années. T'as été comme été impliqué dans ce changement-là. Là. Donc, le MAI a fait une démonstration avec le gouvernement du Québec de faire ses devoirs, puis c'est dur, parce que quand tu as 80 accélérateurs, puis qui peuvent être tous justifiés à travers différents sujets, localisation, etc., de dire, OK, ben là, on en a trop, notre cash n'est pas efficacement utilisé, fait qu'on va le reconsolider dans le cadre de la démarche aussi de Québec Tech, jusqu'à, donc, il y a à peu près juste en bas de 25 accélérateurs, incubateurs qui vont, suite à cet exercice-là, obtenir du financement. Ce qui veut dire que, selon un paquet de critères, il y a un exercice qui est exercé et on a reconsolidé le panorama des accélérateurs, des incubateurs, qui était la chose à faire. T'as reçu des emails de monde en tabarnak pendant ce temps-là? Non, parce que le comité n'était pas public. Il y a quand même un grand comité qui a fonctionné là-dessus. Honnêtement, même si je les avais toutes barrées de ma liste, mon poids n'aurait pas été. Donc, ils ont réfléchi une structure, là. Puis, je pense qu'ils ont travaillé fort sur la composition de ce comité-là. C'est jamais facile, mais c'est nécessaire. C'est 4 fois de downsizing, là, dans le fond. Oui, mais qu'est-ce que ça amène comme comportement après? C'est qu'il faut que tu trouves une façon de rémunérer ces structures-là autrement. Puis quand le gouvernement du Québec a participé à n'importe quelle structure, que ce soit une start-up, un accélérateur ou un fonds, après un certain nombre d'années, c'est un requis que tu trouves dans ton modèle de proposition de valeur, une façon de te rémunérer. Parce que moi, j'ai étudié. La première chose que tu apprends en économie, c'est que la gratuité amène de l'inefficacité. Donc. Fair enough. C'est la tragédie des commons, là, tragedy of the commons, genre tout le monde l'utilise. Alors ça, pour moi, il y a une valeur. Tu vas dans un accélérateur qui a une valeur, ben pour moi, il y a un coût à ça. Je veux qu'on zoome in sur Panache un petit peu. Là. Ouais. Dans le fond, tout arrive fond 2, ou fond 3? Fond 2. Fond on 2, est à la fin. millions. Il nous reste à peu près 9 mois pour déployer le fond 2. 6 à 9 mois, ouais. Voulez-vous, comme A16Z, investir dans votre propre podcast média? Tu peux m'envoyer un term sheet, ça me dérange pas. On en reparlera offline. Non, mais toi, tu as un focus Canada, Est du Canada. Ouais. C'est cela. Ouais. La question qui tue, est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation technologique au Labrador? Je ne sais pas. Ben là, Geneviève, va falloir que tu ailles voir au Labrador ce qui se passe. Parfait. Puis on va s'en reparler dans un part 2. OK, good. Non, mais blague à part, ça veut-tu dire, genre, c'est encore une fois une autre question, mais tu pars avec ton balchon de VC puis tu vas faire tous les genres de townships. Comment ça marche, là? Je fais pas ça parce que je suis mort sinon. Donc, tu sais, dans le fond, les fonds VC puis comme Panache, on se tient proche des... Moi, j'appelle ça des hubs d'accès. Puis, dans le fond, en général, ça prend une université, OK? Ça prend une coupe de fonds
puis des entrepreneurs. C'est là où tu crées en général une communauté technologique. Par exemple, du côté d'Halifax, là, ça va la grande conférence du CVC va être là. Okay. On a 2 projets, 2 compagnies qui viennent de là. Niveau de résilience incroyable. Il y a probablement 1 à 2 compagnies exceptionnelles qui popent de là. Par année. Beaucoup de fonds vont investir du temps de ce côté-là. Donc, ça prend beaucoup de temps défricher, mais quand tu gagnes fort. Ils sont loin en termes de géographie, mais ils ont démontré historiquement être capables de construire des choses assez intéressantes. Donc, oui, on va aller dans des marchés comme ça. Ça se peut qu'on passe un peu de temps à Edmonton. Des fois, on est allé à Yukon. On a une compagnie dans le Yukon, mais c'est... Le Yukon? Ouais, ça, c'est à l'ouest. Ouais, c'est à l'ouest. Non, je le sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense aux géographies. Non, là, des fois, on prend un avion, puis mais toi, tu y vas pareil, là. Même si toi, dans le fond, ton territoire, c'est pas perméable. Tu as le droit d'aller voir les autres. Moi, dans le fond, là, je parle français, puis je suis rattachée au bureau de Montréal, mais chez Panache, maintenant, on est vraiment intégré au niveau canadien, puis quand on tombe sur un deal, par exemple, il y a rien maintenant qu'on va faire chez Panache en santé que je verrai pas. Mais quand je regarde un dossier en fintech, je le regarde toujours avec Prashant à Toronto. Fait qu'on commence à avoir des pôles, là. Puis en général, on essaie que ça soit la bonne personne qui travaille sur le deal plutôt qu'une géographie. Fait que ça m'arrive. 100%. Je faisais plus des farces que d'autres choses. Mais mettons, c'est quoi la start-up au Yukon? Tu peux-tu m'en parler ou pas? Oui, c'est une compagnie qui est dans le secteur de la santé, c'est Peer Support, qui ont développé vraiment quelque chose dans le soutien des médecins, une plateforme. Ça marche super bien, ils sont en croissance. Cool. C'est au Yukon. Shout out au Yukon, man. Ouais. Peut-être qu'un moment donné, on fera un Ça se passe live au Yukon. Ouais, why not? Moi, j'ai des beaux hikes sur ma liste au Yukon. Eh ben, je sais pas si je vais être capable de suivre, par exemple. Fait une question que je demande à tout le monde qui ont des rôles qui sont un peu alien pour moi, c'est ton day-to-day, ça ressemble à quoi? C'est jamais la même chose. Okay. Donc, c'est du sport extrême. En pre-seed, on est en haute volumétrie. Okay? Ce qui veut dire que quand tu es en private equity, tu gères 5 compagnies. Tu vas faire 3 deals par année. Ouais. OK? Chez Panache, on fait 15 à 20 deals par année. On regarde 3-4 000 compagnies. Puis, on s'occupe d'un portefeuille de 120 compagnies. Fait que c'est de la haute volumétrie. Il faut que tu changes 18 fois de cerveau par jour. T'es dans l'entrepreneuriat par-dessus la tête. Moi, en ce moment, je fundraise, le fonds 3. Fait que je passe beaucoup de temps, comme les entrepreneurs, à expliquer pourquoi on est bon, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre thèse, à itérer, à écouter, à aller me vendre, à me faire dire non. Donc, je parle à des instances gouvernementales, des family office, des institutionnels, des high net worth individuals. Ouais. Puis je leur explique pourquoi le fonds 3 is the time to be in. Tu sais, si tu connais... Là, le hack, si je peux me permettre de te suggérer un conseil non sollicité, c'est qu'une fois que le pod va être sorti, tu vas juste pouvoir envoyer ton épisode de pod, puis d'après moi, tu vas être capable de finir ton fundraising. Pourquoi pas? Moi, je pense que oui. Je vais faire des extraits. On va te clipper ça tout de top. OK, fait que c'est-tu genre 50% de ton temps, mettons, en fundraising versus... En ce moment, ouais. Je passe 50% du temps parce que je fundraise canadien en ce moment. Ça veut dire que j'aide toutes mes... C'est ma majeure à moi. Donc, puis tu fly-tu, mettons, pour fundraiser pas mal ou... J'essaie de concentrer, mais la semaine prochaine, je vais être à Vancouver toute la semaine. Ah ouais, hein? Donc, il va faire beau. Ouais, il va faire beau. OK. Puis, mettons, comment tu nourris ton deal flow? Si tu peux, si t'as pas une source secrète que tu veux pas partager. Non, il n'y a pas de souci. Puis là, je vais parler de Panache parce que c'est assez spécial. Donc, notre job chez Panache, c'est de comprendre où se créent les compagnies. OK? Fait qu'on a des outils qui nous aident à voir, dès qu'il y a quelqu'un qui change de position, il y a une compagnie qui se crée. Nous, on a 3 ou 4 outils, puis on suit les funders, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a comme un tableau de bord, puis j'ai des jeunes qui suivent ça. Puis t'as raison, mettons, sur un 10 opportunités, en général, celles que tu vas faire viennent souvent de tes réseaux directs. Donc, il y a des réseaux avec les partners. Il y a des fondateurs qui reviennent chez Panache parce que maintenant qu'on a 120 compagnies puis qu'on est au fond 3, mais quasiment au 4 à cause de 500 startups, il faut que tu comprennes qu'il y a un paquet de fondateurs qui ont réussi ou pas réussi, qui reviennent ou qui parlent de nous. Donc, moi, ma meilleure machine à dire, c'est nos relations directes. OK? Puis techniquement, si t'es rendu un bon fond au fond 3, là, tu es capable de gagner tes deals. Ce qui veut dire que tu déposes un term sheet, tu vas pas toujours gagner sa valeur, mais tu vas gagner sur tes relations, la valeur que tu es capable d'amener. Si t'es bon, t'es rendu là. Parce que, tu sais, ton fond 1, tu essaies d'expliquer pourquoi tu vas être bon, puis d'expliquer c'est quoi ton brand, un peu comme quand tu pars une compagnie. Mais là, vraiment, au fond 2, 50% de nos fondateurs, ils ont déjà eu une business. Ils viennent à nous. Fait que je te dirais que pourquoi est-ce que je veux suivre tous les signaux? Parce que ça amène un trafic de compagnies incroyable.
je veux en général développer une relation avec eux 2, 3, 4 ans, 5 ans avant qu'ils arrivent chez Panache. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça. C'est aussi genre simple que je suis dans les événements de networking. Je vais prendre des cafés avec le monde intéressant. En général, ce qui les intéresse, c'est qu'on a compris qu'il y avait bougé en quelque part. Puis ça les surprend quand on les appelle puis on leur dit OK. J'ai remarqué qu'il s'est passé ça, puis je suis intéressée à savoir sur quoi tu travailles. Puis en général, les gens sont pas fermés de dire, à moins que ça... Mais non, dans la nouvelle génération, là, ils sont quand même surpris qu'on les watchlist, comme si tu veux dire. Ouais. Puis après ça, qu'on ait le goût de leur consacrer 30 minutes. En général, c'est rare qu'on se fait dire non. Mais là, tu décris une motion de deal flow Ouais. qui est très outbound. Ouais. Genre proactive, Ouais. ce qui est super cool. Ouais. Puis je serais vraiment curieux à un moment donné de voir tout le système que vous avez à l'interne, whatever. Mais il y a du inbound aussi, right? Parce que vous avez une brand, Panache, moi j'en entends parler depuis 10 ans. Là. Fait que ma question qui est, t'as peut-être pas la data, là, au pire on coupera, mais c'est genre sur du deal flow inbound versus des deals inbound versus outbound, t'as-tu un meilleur taux de succès dans une des deux motions ou c'est comme un mix bag? Je dirais que 90% des deals qu'on fait, c'est des deals qu'on est allé chercher ou avec qui on a des relations, qu'on reach. Intéressant. L'autre funnel qui vient de l'autre côté, c'est probablement un deal sur 10. OK. Which makes sense. C'est plus large, c'est moins concentré, mais je savais pas que le spread serait aussi gros, par exemple. Ouais, c'est vraiment gros. Trop intéressant. Ce qui veut dire que tu passes il y a une partie énorme de ton temps qui est dans le trafic. Fait qu'il faut que tu juges adéquatement de combien de temps tu vas le mettre. Puis les événements, ça, c'est une autre conversation. J'ai mon take. Moi, en fait, les événements, je trouve ça tellement pas facile puis énergivore que j'ai créé mes événements. Fait que dans le fond, le monde, ils veulent me parler. Fait que c'est pas awkward socialement. Je peux juste parler avec le monde qui vient de me voir puis après ça, punch out. Mais si tu me mets dans un 5 à 7 que je connais personne, là, je chie dans mes shorts. Pardon. Vous avez fait des gros deals, des beaux deals. BotPress, Deep Sky, Zephy, Flinks, Nord Quantique, Coash, plein de belles compagnies québécoises et autres. Dans le portfolio, Tailscale, qui est devenu un unicorn, que je connais. Qu'est-ce que ça fait, Tailscale? Fintech. Ouais, OK. C'est quoi l'exit ou l'investissement dans lequel tu as le plus appris? Pas nécessairement le meilleur ROI, mais que t'es comme... que toi, t'as vu passer. Je sais que ça fait pas longtemps que t'es là. Mais, ça serait difficile parce que c'est ça, j'ai pas fait le... Ailleurs que chez Panache, d'abord, peut-être un deal dans lequel tu été exposé. Ça peut être même au Corp Dev. Non, mais je peux t'en parler parce qu'il y en a un qui me vient. Donc, il y a une compagnie qui est peut-être moins connue parce que c'est toujours dans les biotech, là, fait que c'est moins connu que la compagnie Zymeworks qui est devenue un $1 billion company. Puis je me rappelle, c'est Ali qui dirigeait ça, puis c'est un deal que j'ai fait au Fonds de solidarité. Puis je me rappelle, quand il est venu me voir, c'est une compagnie à Vancouver, puis il voulait que j'investisse en actions ordinaires, première ronde. Il voulait protéger ses investisseurs. Il avait fundraisé avec des anges 30 millions à Vancouver, juste avec des individus. J'étais l'expression fiberglassée de la capacité de fundraising de cet entrepreneur-là. Et je me rappelle, tout ce qu'il me proposait, ça ne fitait pas dans ce que je pouvais faire au Fonds de solidarité, mais j'étais convaincue que ce qu'il était en train de monter en termes de plateforme de science, lui. Fait que je me suis assise avec mes instances, puis là, on va faire un deal pas pareil. Puis on a monté un deal pas pareil, puis ça a été mon premier billion. On a fait un exit exceptionnel. Quand on fait des bons exits, on fait du 30x et plus, là. Ouais. Puis ça a été, je l'ai vécu du début jusqu'à fait que je suis rentrée en... C'est rare, là, il n'y a pas un investisseur qui rentre en action ordinaire, OK? J'ai juste à dire, là, fait qu'ils sont soit en dette ou en action préférentielle. Exact. Mais ils sont jamais au même rang que les fondateurs, puis des autres investisseurs. Fait que lui, on a fait toutes ces étapes-là jusqu'au pré-IPO. La compagnie est allée en IPO, donc j'ai fait toutes les étapes jusqu'au IPO, puis honnêtement, ça a été ma meilleure aide. C'est crade. T'as-tu... Ça a pris combien de temps, ça? Parce que c'était en biotech, tu disais? Oui, ça a pris presque 4 ans. OK, ben crime, c'est quand même pas... Ouais. Versus le... Mais rappelle-toi, les compagnies, il y avait des particularités dans Zymeworks parce qu'il y avait des gros partenariats avec les pharma. Je pourrais t'en parler, là, mais ils ont développé une plateforme du côté du secteur des sciences de la vie, puis ils développaient plusieurs médicaments. Fait que c'est vraiment une plateforme Zymeworks qu'ils ont développée. Mais vraiment une belle ride. Très cool.
Prenez-vous des sièges au board quand vous investissez chez Jamais Panache? chez Panache. Puis je pense Pourquoi? pas, parce qu'en pre-seed, c'est pas notre rôle. Donc, en pre-seed... OK, c'est parce que c'est trop early, basically. Trop early. Donc, moi, toutes les compagnies qui vont aller fundraiser en série A, ça, c'est après le seed, qui veulent mettre en place un board ou un comité aviseur, je l'ai fait 250 fois. Alors, toutes les compagnies chez Panache qui veulent passer par là, en général, maintenant, je passe du temps avec eux. Fait que mon rôle, c'est de les aider à se préparer pour parce que moi, la beauté de mon modèle, c'est que je vais sortir souvent en série A. Peut-être à moitié de ma position, je vais attendre. Donc, les préparer à les connecter avec les bons joueurs, puis avoir la bonne gouvernance pour les assurer, c'est pas mal ça que je fais de mon côté. Ouais. Tu as été sur plein de boards. Ouais. C'est quoi la différence entre un bon board puis un board qui nuit? Bien, d'abord, un board qui nuit, c'est un board qui se met dans le chemin. Donc, pour moi, la culture de quand c'est compliqué puis c'est lourd puis tu n'atteins pas tes objectifs. Puis, ça veut pas dire que tu peux être en désaccord comme board puis fondateur peut être en accord avec ça, mais je te parle juste de la machine, du processus, Techniquement, pour moi, un board, c'est une dynamique qui répond à ton niveau d'agilité puis qui t'amène à créer de la valeur. Puis dans lequel, mais là, ça dépend à quel stade. Si tu sièges chez Viares, c'est pas la même dynamique que si tu sièges en série A, puis c'est tous tes investisseurs autour de la table. Donc, il y a plusieurs réponses. Mais en général, tu veux une bonne dynamique avec ton président de conseil si c'est pas toi. Idéalement, c'est pas toi le président de conseil parce que c'est deux métiers qui sont différents. Si c'est toi le président du conseil, ça sera pas long qu'à la série A, ça sera plus toi. Donc, prépare-toi à ça parce que c'est juste market, là, comme conversation. L'hantise du fondateur, c'est de perdre le contrôle de son board, mais après ça, il y a des décisions qui reviennent aux actionnaires puis aux fondateurs qui sont gérées à l'extérieur du board. Fait qu'il y a des nuances entre des décisions de board puis des décisions non de board. Fait qu'il faut comprendre cet univers-là. Puis ce qui, dans le fond, souvent nous tue à une transaction, c'est qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Puis on a de la difficulté à poser la question ou on va assumer ce que ça veut dire. Puis là, on se met à avoir peur du board, de la composition. Mais ça vient plus de l'incompréhension que de la réalité. Fait que mon message aux entrepreneurs, c'est normal, c'est la première fois que tu vas mettre en place, tu as de la difficulté à comprendre c'est quoi un droit de gestion, c'est qu'est-ce qui va être discuté au board, comment les décisions vont être prises. Prends le temps de t'asseoir avec un autre fondateur ou un investisseur avec qui tu as confiance, puis va au bout de tes décisions, parce que c'est souvent la peur de ce qui peut arriver qui te paralyse dans la décision. C'est plus ça, le comportement. Intéressant. Puis toi, tu peux les prep tes founders, mettons. Moi, j'ai vu toutes les structures de board. Puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a la culture de l'entreprise, il y a les besoins, c'est quoi la composition des actionnaires, comment on va le monter, mais ça se prépare. Bon, là, prépare-toi parce que je vais t'envoyer des fleurs, OK? Fait que tu as reçu le prix investisseur de l'année en 2023. Le prix John Molson aussi. Tu as été, comme on disait, première femme CEO d'Ange Québec. Tu as été présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal à 30 ans. C'est d'autres choses que j'avais à t'envoyer comme fleurs? Anyway, tu as gagné beaucoup de prix. Tu as eu beaucoup de reconnaissance. Ça vient-tu d'une attitude, une philosophie, une approche? Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce niveau de succès-là, si tu permets les fleurs? Là? Bien, d'abord, merci, parce que c'est cool quand on l'entend, puis, tu sais, tu le sais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un alignement, tu sais. Puis éventuellement, il y a des gens qui te reconnaissent des choses, puis tu te dis... OK, tu sais, il doit avoir... puis qu'est-ce qui fait que, dans le fond, est-ce que c'est ta crédibilité? Je pense qu'il faut un certain niveau de crédibilité pour être capable de monter en avant puis éventuellement d'être reconnu. Mais en général, c'est pas ça qui fait que tu te rends là. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu te rends là puis qu'on prend le temps de te reconnaître? J'imagine que c'est ton attitude. J'imagine que c'est parce que dans la société, t'es pas un taker, t'es un builder. Donc, tu le sais, t'en es un. Donc, tu vas rencontrer 3 niveaux de personnes dans la vie. Tu sais, t'as du monde qui sont neutres, qui prennent jamais position. T'as du monde qui prennent, puis t'as du monde qui build. Puis moi, en général, je m'entoure de builder-fixer. Puis je suis quelqu'un, pas nécessairement qui donne son temps partout. Donc, ça, je me suis réformée avec ça. Puis je dis toujours aux fondateurs ou à ceux que notre temps il est extrêmement précieux, puis de le disperser de n'importe quelle façon n'est pas un meilleur signe, à mon avis, de ta qualité ou de ce que tu vas avoir comme impact. Fait que réfléchis-y. Pour moi, ça met une question de respect, mais on pourra revenir là-dessus. Donc, je pense que s'il y avait probablement un thème qui revient, c'est peut-être le mindset de... La bonne attitude pour avoir un mindset de construire. Donc, en général, moi, j'essaie de trouver qui a besoin de quoi puis me rendre utile sur un paquet de sujets qui sont pas nécessairement liés à l'investissement. Une de mes questions préférées, weird un peu, c'est... Puis je les pose pas assez ces temps-ci, mais en tout cas, je vais te la poser, c'est... Mettons que tu avais à te définir comme personne, mais que tu n'as absolument pas le droit de faire de référence à la job et à ta carrière.
Puis je te dis, t'es qui, toi, Geneviève? C'est une bonne question. Puis on est habitué de se définir par rapport à son... Ouais, moi, je l'ai travaillé, là. Tu sais, c'est tellement une bonne question, puis tu me l'as... Je pense que tu m'avais préparé à celle-là, mais si j'ai réfléchi, là... tu sais, moi, je suis qui dans ma vie? Moi, je suis fondamentalement intéressée à résoudre des choses puis à prendre part dans ma société, OK? Fait que je peux l'exercer à travers mon travail, mais je le fais dans un paquet d'autres forums, OK? Puis je pourrais t'expliquer tout ce que je fais dans notre société. Ça. Mais moi, ça m'intéresse pas de m'entourer de gens qui me parlent des problèmes. Moi, ce que je veux, c'est faire partie du club qui va le résoudre. Puis je m'intéresse... T'as-tu toujours été de même? Tout le temps. Ouais. Puis je pense que ça vient plus d'un parcours de résilience puis de précarité que d'un parcours de confort. Donc, puis je suis fondamentalement... Quand t'étais jeune, là, mettons. Ouais. Donc, je suis fondamentalement intéressée à comprendre qui peut faire bouger l'équation, puis à m'asseoir un lundi soir dans un petit restaurant d'hamburger à 9 h le soir pendant que mes enfants dorment, puis à penser que j'étais avec 3 personnes qui peuvent influencer la question, puis ça peut être du milieu des arts, des affaires, peu importe, puis se dire, OK, qui on appelle, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on peut devenir des doers pour ces gens-là pour qu'ils pensent qu'on peut faire avancer l'équation. Fait qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent. Je suis passionnée de l'attractivité de Montréal. Moi, personnellement, indépendamment de l'attractivité de ma ville. C'est quoi que ça veut dire, ça? C'est juste l'appeal, genre, de Montréal? Ça veut dire la qualité de vie qu'on a. Ça veut dire notre capacité à recevoir du tourisme international. C'est de choisir de vivre ici. C'est que nos fondateurs ont envie de construire d'ici. Ça pourrait être Québec. Là, c'est Montréal. Ça a juste à donner ça. Donc, je m'intéresse à ma ville, je m'intéresse à l'éducation, je m'intéresse à la politique fédérale, je m'intéresse à plein de choses. Mais pourquoi? Toujours dans un désir de prendre part à la discussion. Donc, si tu me disais, c'est quoi tes points de vigilance? Bon, l'écoute, tu sais, apprendre à... Tu sais, il y en a plein, là. Ouais. Donc, mais... C'est quoi les points de vigilance? Je sais pas c'est quoi ça veut dire. Parce qu'on a toujours les défauts de ces surqualités. Fait que quand tu as le bon self-awareness, tu commences à comprendre... OK, ouais. Sont où tes points de vigilance à ta surqualité. Donc, par exemple, moi, pour moi, chaque jour, je suis obligée de me lever et de me dire, aujourd'hui, l'urgence, c'est de ne pas agir. Parce que tu as une tendance à être peut-être impulsive ou je suis pas impulsive, action-driven. Mais trop. Puis des fois, il faut pas résoudre l'équation, puis des fois, il faut attendre, puis des fois, les choses vont converger d'elles-mêmes au moment où ça va être le bon temps. Mais mettons, tu sais, si tu genre un peu, mettons, j'ai beaucoup d'imagination et de créativité, je pense à plein d'affaires, mais genre mal harnessed ou mal canalisé, c'est genre, je m'imagine des scénarios, je fais de l'anxiété, j'ai peur, whatever. Les chats deviennent des lions. Les chats deviennent des lions. Imagine, on finit le podcast là-dessus. Mais il y a une autre affaire aussi que je voulais te demander, puis c'est un peu personnel, là. Fait que, vas-y. Whatever. Tu sais, pour moi, mettons, parce que là, on parlait, la question, le framing, c'était c'est quoi ton identité à part le travail, mettons? Mm-hmm. Puis, mettons, 2 data points sur ton identité hors travail, c'est maman, qui est vraiment un cool point. Puis moi, j'ai une relation extraordinaire avec ma mère. Ma mère, c'est une incroyable femme. Puis, t'es une triathlète, I guess, une athlète, je sais pas comment le dire. Ma petite sœur, c'est une athlète internationale, c'est une des affaires que j'admire le plus d'elle, puis tout ça. Juste être une bonne mère ou juste être une athlète, dans ma tête, c'est genre fucking tough. Mais t'as aussi tout le pan de carrière où t'as eu plein de succès, là, on parlait de tous les prix que t'as reçus. Ça vient de où, cette capacité à performer ou à avoir du succès dans plusieurs dimensions? On dirait que ça me... Tu sais, c'est un pattern qu'on voit chez d'autres entrepreneurs aussi en passant. Là. Je sais pas. Moi, je pense que ma seule obsession, là, sérieusement, c'est de devenir une meilleure personne, OK? Fait que me sentir monter moins haut, moins bas, donc être plus à niveau. Être plus en sobriété émotionnelle, fait que moins être esclave de mes chats qui deviennent des lions. Être capable de me rétablir ou de me calmer plus facilement. Puis pourquoi je suis à la recherche de ça, c'est ça me permet juste d'être mieux. OK? Fait que je te dirais que je m'intéresse moins à être la meilleure mère, puis être la meilleure professionnellement, puis être les meilleurs temps au triathlon. Ça, c'est des rôles que j'ai, mais ma réflexion fondamentale ou ce qui me drive le plus, ou ma quête, là, disons, individuelle, c'est de me sentir mieux. Puis là, tu vas me dire, OK, ça a l'air bizarre comme concept. Non, je trouve que ça fait 100% de sens. Mais sincèrement, moi, je ne retournerais pas dans ma vingtaine. Je suis beaucoup plus calme aujourd'hui. J'ai plus de modération. Je suis capable de m'attraper. Je suis capable de me gérer. Je suis capable de me calmer. Je suis capable de me rétablir. Tu sais, je veux dire, tout ça, là, ça m'a pris un certain temps d'arriver là.
Le reste, c'est notre nature. Ça résonne, je veux pas rentrer dans le trop. Ouais. Ça résonne énormément avec moi, tout ce que tu viens de dire, puis je trouve ça super beau. Le reste s'aligne, le reste se fait. Puis je veux juste terminer en disant que tout ça, ça a l'air, tu sais, le résultat de notre grande intelligence, notre action, là. Mais quand c'est en nature, tu sais, t'es dans cette fréquence-là, tu fais arriver les choses, t'es un entremetteur, ça te donne juste de l'énergie. Fait que toi puis moi, quand on est dans cette fréquence-là, on n'arrive pas à la maison puis on est défait intérieurement ou on est bas dans notre énergie. Ça nous énergise faire ça. Donc moi, reprendre d'autres responsabilités à 9 heures le soir puis réfléchir sur d'autres questions, ça me diminue pas en énergie du tout, du tout. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi, tu penses? Le plus dur, c'est la vélocité. Donc, comme je t'ai dit, il faut que je me rappelle toujours que l'urgence, c'est aujourd'hui de ne pas agir. Fait que le plus difficile de travailler avec moi, puis je vais t'amener une vraie réponse, qui est le deuxième niveau, parce que j'ai réfléchi. Ce qui a surpris certaines personnes qui travaillent avec moi dans mes équipes, c'est que je m'attends à un niveau d'intégrité extrêmement élevé. Puis là, tu vas me dire, OK, un niveau d'intégrité, c'est-à-dire à la vérité ou un mensonge. Moi, j'ai besoin de gens en pleine clarté autour de moi. Ce qui veut dire que j'ai besoin de savoir le good and the bad, puis j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, puis j'ai besoin de comprendre les circonstances. Fait que si tu travailles avec moi, ça demande une exigence, un niveau d'intégrité puis de transparence. Puis moi, j'ai pensé à un moment dans ma vie que ça, c'était comme given to everybody. Puis il y en a qui vivent un peu des chocs de culture. Puis si t'es pas là, je pense que tu vis un disalignment avec moi. Ouais. Puis moi, j'ai dû apprendre à gérer mes attentes là, par rapport à ça, mais je suis vraiment exigeante. Fait que il y a comme pas de in-between pour moi. Tu parlais beaucoup de clarté puis d'équilibre. J'ai l'impression qu'on a même pas touché là-dessus, mais je me sentirais mal de parler avec une professionnelle puis une builder de ta trempe sans parler de l'AI un petit peu. Il y a eu un genre de fog of war, de brouillard, on a l'impression un peu de bâtir sur des fondations pas nécessairement solides ces temps-ci, là, autant les founders que je pense certains VC auxquels je parle qui doivent investir dans des deals. Comment tu approches cette bibite-là qui est l'AI dans notre milieu? Tu t'informes-tu on the reg? Tu parles-tu avec du monde? T'essayes-tu de réfléchir à ça? Je suis curieux de voir d'un POV, un point de vue VC, comment tu penses à ça? Alors, nous, on est obsédés par cette question-là. Ouais. Donc, on comme n'importe qui, on s'est fait notre thèse sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire. On a fait des choses dans le fond 1 qu'on ne ferait pas dans le fond 2. Il y a des trucs qu'on fait dans le fond 2. Puis il y a une évolution dans tout ça. Juste être à jour en ce moment sur la question d'AI, tu sais, c'est quasiment impossible. Pour nous, comme équipe, à tous les lundis, puis des gens qui sont autour de nous, on essaie d'actualiser où on en est par rapport aux technologies qui viennent de sortir, comment ça affecte nos compagnies. On a-tu encore du bon fondamental dans certains joueurs? Est-ce que ça les affecte, oui ou non? On est obligé de revoir notre portefeuille, pas une fois par 3 mois. Là. On le revoit dans certains cas aux 3 semaines. Puis je l'ai dit parce que c'est ça la fréquence. Donc, quand il y a un release d'une certaine technologie, ça tue des centaines de milliers de compagnies d'un coup. Là. Donc, en termes de modèle. Fait que soit que les compagnies pivotent ou, ça, je pense qu'on a tous avantage à faire ça, reconnaître qu'on ira en nulle part, tant le fondateur que les investisseurs, puis decided to stop it. Puis ça, tu sais, tantôt, on parlait de la décision. Ça, c'est rough. La maturité d'un fonds d'investissement, c'est aussi être capable de... Puis là où c'est le plus difficile, c'est quand on arrête d'investir. Ça, là, c'est très, très difficile. Je dis toujours aux équipes, c'est facile de faire ton premier deal. C'est la décision la plus difficile, c'est d'arrêter d'investir. Ça, c'est la décision la plus difficile à prendre. Mettons d'un pre-seed à un seed, genre. Ou d'un seed à série A. Okay. Ou de faire 2 séries puis de décider qu'avec le fondateur et les autres investisseurs, ce que tu as en place, it's not good enough anymore. Puis, comment tu t'entoures? Genre, mettons qu'il y a quelque chose qui te rend incertaine ou que tu as besoin du guidance. Vers qui tu... Donc, moi, 99% des sujets dans lesquels je suis à chaque jour sollicitée, là, chez Panache, une journée, je suis en quantique, puis le lendemain, je suis en robotique, puis après ça, je suis en physical AI, puis après ça, je m'en vais, en uranium. Trop sick. Ce que je veux dire, c'est je suis jamais dans ma zone de confort. OK? Fait que on appelle des gens qui connaissent l'industrie. Fait que notre métier, le venture, là, il est assis sur admettre avec humilité que tu n'as rien compris, là. Puis appeler des gens que tu penses qui comprennent ça un petit peu. Puis
au final, ce qui fait, je pense, une personne qui réussit mieux dans le métier, c'est d'être capable de te faire ta propre opinion. T'es capable de faire ça. T'écoutes des gens, puis tu dis, OK, ça, je pense que ça devrait être la direction. La conclusion, c'est ça. Puis c'est d'être capable d'émettre une opinion en récoltant. Donc, moi, j'appelle un paquet de gens que je connais pas sur différentes géographies, puis je leur dis, hey, je m'intéresse à tel space, tu as l'air d'être un A-player. J'aimerais ça que tu me donnes 20 minutes. Je me fais rarement ou direment jamais non. Très cool. C'est une belle preuve d'humilité. Je veux juste dire, il faut arrêter d'appeler juste du monde au Québec. Là. Parce que si on veut monter des compagnies best practice, il faut appeler du monde ailleurs. Là. 100%. Good. Honnêtement, là, ça fait une couple de fois que je fais des pièces, genre plus en profondeur sur, mettons, là, j'ai fait un sur le Voice AI. Je parlais avec 8 founders, Keb, mettons, qui build avec le Voice AI. J'ai checké la tech, j'ai checké les gros joueurs. Puis là, j'essaie de me faire une tête sur, OK, le modèle mental, là, qu'est-ce qui est facile, c'est quoi la défensibilité. Puis j'écris comme là-dessus. Puis je finis ma pièce, puis je suis comme brûlé parce que, tu sais, ça m'a pris du jus de cerveau, mettons. Mais je fais comme, Chris, dans le fond, il y a des VC que c'est ça qu'ils font, right? Mais c'est ça qu'on fait. Ouais, puis je voudrais être VC un jour. Je sais pas si c'est la personnalité ou le whatever pour. Qu'est-ce que tu penses que ça prend comme trait de personnalité pour être un bon investisseur en VC? Je sais pas, je parlais avec Kat de White Star récemment, on allait prendre un verre à Québec. Puis elle me disait que t'as comme, mettons, je veux pas, Kat, si je reformule mal, tu m'excuseras, là, mais c'est genre 2 pôles un peu, là, vraiment data-driven, genre les chiffres, la donnée, les modèles. Puis il y a un autre qui est plus genre humain, psychologique, genre charisme relationnel. Je pense que pour ce côté-là, je pourrais être pas pire. Je pense que pour l'autre bord, c'est une longue montagne à monter. T'aurais des équipes. Ouais, il me faudrait des équipes. Ou de l'AI. Si, mettons, là, on est rendu pas mal, genre, à notre closing, là, shameless plug, c'est tout ça. Là. On est rendu au drink de closing. S'il y a un founder ou une founder en tech au Québec qui écoute ça et qui est comme shit, Geneviève a l'air vraiment cool, Panache, ça pourrait peut-être faire l'affaire pour me fonder. C'est quoi le chemin le plus court, le plus simple pour rentrer en contact avec Panache? Puis fais juste m'écrire sur LinkedIn un mot. Donc, tu peux déposer ton projet sur la plateforme aussi de Panache. Mais en général, moi, je regarde toutes les decks qu'on m'envoie. OK. Des fois, ça se peut que je te rencontre pas parce qu'il n'y a pas de fit, mais je réponds à tout. Fait que tu m'écris sur LinkedIn, tu trouves mon nom Geneviève Tanguay, tu m'envoies un message. Puis, si c'est pas nous, en général, je connais toutes les routes pour les chemins, là. Y a-tu n'importe quoi que tu veux plugger, que ce soit par rapport à l'attractivité de la ville de Montréal ou Panache ou d'autres choses dans lesquelles tu t'impliques? Tu veux t'embauches-tu? Tu veux te rencontrer des founders dans tel space? Whatever. Ben c'est clair. Il me reste au moins deux tu sais, puis Panache sur le marché canadien, on va faire 8-10 deals dans les 9 prochains mois. On va en faire 2 sur le marché du Québec. Fait que c'est clair que je cherche encore 2 super projets. Okay. Fait que ça, mon ambition est toujours là. Ça reste que je veux rencontrer tous les fondateurs, même si c'est le fonds 3, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance pour les fondateurs. Moi, je veux rencontrer les gens passionnés, qui sont obsesses par certaines questions, puis qui ont les bonnes caractéristiques, puis les connaître avant qu'ils veulent aller en fundraising. Fait qu'au contraire. OK. Puis, tu sais, le message, tu sais, sur le temps de notre société ou ce qui se passe au niveau canadien, ben, tu sais, c'est le temps de s'impliquer. Donc, on a des institutions incroyables au Canada, mais il faut prendre une participation, il faut avoir une voix, il faut cette culture, tu sais, cette attitude-là de ne pas prendre parole puis de rester neutre. Moi, ça, je pense que ça l'aide personne. Donc, choisis-toi 1 ou 2 sujets, prends part à l'activité, aie une voix, engage-toi, puis construis quelque chose sur notre société qui va servir bien au-delà juste à des intérêts communs. Donc, tu sais, hier, il y avait HEC qui a reçu un don important. Ça fait longtemps, j'ai pas vu une université francophone recevoir 20 millions. Ça a été annoncé hier. Jeez, okay. C'est un entrepreneur, probablement que son nom, Giuseppe, devait être de la culture italienne. Là, ici, j'assume. Le premier message qu'il a dit, c'est pas important, tu sais, d'où on vient, ou quelle culture, ou ma religion. Moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose, tu sais, alors, peu importe ce que tu choisis, pick a topic. Puis que ce soit pour la ville de Québec ou la ville de Montréal, tu sais, c'est le fun. On peut critiquer nos maires, mais après ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ton car seat, tu sais? 100%. Good. Geneviève Tanguay, t'es une personne méga inspirante. Ça a été awesome. Merci de ton temps. Je suis très reconnaissant. Je reviens. Cheers. Cheers. It's a wrap.